Et un soir, je regarde Netflix et je vois une série qui s'appelle Northern Rescue dans laquelle il y a William Baldwin. Et ma femme me dit « Pourquoi tu prends pas William Baldwin ?» Et je dis « C'est vrai, pourquoi je prends pas William Baldwin ?» C'est vrai, bien sûr. Et du coup, j'ouvre Internet, puis je regarde qui est son manager à William Baldwin. Et puis, pendant que je regarde la série, j'envoie un mail au manager avec une copie du script. Le manager me répond c'est très gentil, sauf que William, il fait pas de court-métrage et puis il n'y en a pas en France et puis sinon ça devrait coûter très cher et machin, hein. Mais il dit par acquis de conscience, je lui ai envoyé. Et 3 heures plus tard, mon téléphone a sonné, c'était William Baldwin. Bienvenue sur We Are All Media, le podcast de ceux qui font les médias d'aujourd'hui et de demain. Derrière la magie des écrans télé, ciné et web, des ondes radio ou du papier glacé des magazines, il y a des personnes passionnées et inspirantes. Entrepreneurs, producteurs, créateurs, diffuseurs, artistes, journalistes, influenceurs. On parle de leur parcours, parfois atypique, leur métier, leur expérience, mais aussi leur vision du futur des médias ainsi que des nouvelles façons de consommer les contenus. Si vous allez à un rendez-vous et que vous allez pitcher quelque chose, essayez de vous dire, quand je passe la porte en sortant de ce rendez-vous, qu'est-ce qu'il faut que j'ai dans la poche avec cette personne ? Est-ce que c'est juste une rencontre ? Est-ce que c'est un truc où je me dis je veux un contrat ? Est-ce que c'est je veux un truc de développement ? Une fois que vous savez ce que vous voulez, ça permet encore plus de driver le rendez-vous. We Are All Media, ce sont eux, mais aussi vous et moi, parce qu'au fond, on peut tous être un média. En invitant Romuald, je voulais parler de radio avec un animateur phare de Énergie pendant 15 ans. À la sortie de l'épisode, j'ai eu beaucoup plus que ça. De la radio bien sûr, mais aussi de la pub, de la télé, du cinéma et surtout un concentré de retours d'expériences inspirants et d'anecdotes incroyables qui promettent de vous donner la pêche. On parle de son parcours à la radio, comment il a interviewé les plus grands artistes internationaux de Madonna à George Lucas, comment il a trouvé un casting de rêve pour son premier court-métrage grâce à son bagou et aussi, il faut bien l'avouer, son talent. Puis il nous explique comment transformer une contrainte en opportunité en usant de beaucoup d'ingéniosité pour tourner son premier long-métrage en un temps record et dans des conditions de pandémie. On parle aussi beaucoup de résilience, de savoir prendre 100 non pour un seul oui et des principales différences avec la culture américaine quand on veut monter des projets télé ou ciné. Enfin, on échange sur le futur du cinéma, sur l'authenticité versus la technologie et c'est passionnant. Bonne écoute. Hello Romuald, ravi de t'avoir sur We Are All Media, déjà parce que le média radio n'a pas encore été abordé ici et que tu as été l'un des animateurs emblématiques de Énergie pendant presque 15 ans. J'étais le R de Énergie. C'est ça, le R. On se demande souvent ce que veut dire Énergie. Le R, c'était Romuald, voilà, en toute modestie. Bonjour. Donc ensuite, parce que tu as un parcours parfait pour passer sur le podcast, animateur, producteur, publicitaire, manager de chanteurs, réalisateur, j'en oublie certainement. Donc voilà, je te dis tout de suite, moi j'ai lu ton Wikipédia et j'ai beaucoup d'attentes sur cet épisode. Ah mince, d'accord, ok. J'ai intérêt à pas te décevoir. Donc voilà, on va parler de ton parcours. Ouais. J'aimerais bien comprendre comment on devient animateur phare sur Énergie et puis comment on devient producteur et réalisateur de cinéma, puisque en fait tu réalises en ce moment ton premier long métrage avec Stéphane De Groot, François-Xavier de Maison, enfin on va y revenir, hein, mais... Et puis, j'ai lu aussi que tu avais produit la tournée de Elise Moon aux US. Ouais. Voilà, tu nous expliques tout ça. Et puis, pour finir, on parlera un peu de ta vision du cinéma et des médias au sens large, mais pour le futur. Je te propose qu'on démarre sur la partie qui traite un peu du passé. Ouais. Moi, je voudrais comprendre qui t'étais un peu quand tu étais jeune et en fait, quelle était ta relation aux médias. Et du coup, voilà, comment tu t'es retrouvé chez Énergie ? Est-ce que c'était un peu un hasard de la vie ou est-ce que tu t'entraînais devant ta glace quand tu étais petit pour être animateur ? Complètement. Alors en fait, en gros, quand j'étais gosse, j'avais 2 passions. Le mercredi, je faisais des films avec des petites caméras, les premières caméras. Donc je faisais le mercredi après-midi des films, et le samedi j'allais faire de la radio. Donc j'avais 2 passions, c'était le cinéma et la radio. Et quand je faisais pas mes devoirs, je passais ma vie à écouter toutes les radios, Énergie, etc. La radio, c'est vraiment un phénomène de passion. Donc j'étais passionné par
faire ça et j'ai commencé dans une petite radio locale dans le Loiret, à Montargis, et j'envoyais des cassettes dès lors où j'ai commencé à pouvoir m'enregistrer. J'envoyais des cassettes à 14, 15 ans, 16 ans, 17 ans, à toutes les radios de la Terre. Et en fait, tout ça en continuant aussi à écrire des histoires et en les tournant avec une petite caméra. Donc j'avais ces deux passions-là. Le mercredi, effectivement, le cinéma, et le samedi après-midi, pendant que mes copains allaient jouer au foot, je faisais de la radio. Et à 18 ans pile, Marc Scalia, qui était avant un animateur que j'écoutais à Énergie, qui s'occupait ensuite des animateurs locaux, m'a engagé chez Énergie dans une station locale. Ah ouais, exactement. Donc je suis parti à Énergie Brest. J'ai fait quelques mois à Énergie Brest. Après j'ai fait Énergie Côte d'Azur, et à 19 ans, je suis remonté à Énergie Paris. Et c'était un rêve absolu parce que à l'époque, juste pour se remettre dans le contexte, la radio dans les années 90, 2000, c'était l'équivalent d'Internet aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était d'une puissance phénoménale. Je dis pas que ça l'est plus aujourd'hui, mais aujourd'hui il y a une telle concurrence avec YouTube et les réseaux sociaux et tout. Mais être animateur radio à l'époque, c'était presque être des youtubeurs. Je voudrais pas faire de, mais en tout cas il y avait. Tu voulais écouter une chanson, tu l'avais entendue une fois à Énergie, il fallait attendre 2 heures, 3 heures avant de la réentendre. T'avais pas YouTube pour te la manger 40 fois dans la foulée. Il y avait ce truc de ce média-là, la radio, qui était magique. Moi, donc du coup, je dormais à la radio, je vivais radio. Enfin, donc quand j'ai pu rentrer à Énergie, voilà. Mais donc à ce moment-là, parce que c'est plus trop le cas, il y a plus de énergie locale. Enfin, il y a toujours énormément d'énergie locale. Dans chaque ville, il y a un animateur local. Dans les grandes villes, il doit y en avoir peut-être une 50aine. D'accord. Donc moi, j'avais déjà cette chance incroyable parce qu'à 18 ans, d'un seul coup, on me dit, bah tu vas aller à Énergie Brest, mais il m'aurait pu m'envoyer à Énergie Neuville-sur-Pouille, je sais pas où, mais j'étais heureux dès lors où il y avait le logo sur mon t-shirt, et il y avait dès que je faisais les disques à la demande, et je faisais il est 19h, il y avait un truc qui était Radio Number One, c'était déjà mythique. J'en avais des frissons, c'était fantastique. J'avais 18 ans, encore une fois, c'était magique. Et tu faisais, donc t'avais quoi, un petit créneau? J'avais un petit créneau. En fait, les animateurs locaux, ils ont un petit créneau de 3 heures par jour. C'est pas mal quand même, 3 heures. Et on est la star locale, puisque en fait, du coup, on est en contact avec tous les gens du coin. Donc c'était super, une expérience de dingue en Bretagne et sur la Côte d'Azur, 2 ambiances. Et je suis revenu à Paris à 19 ans, et j'ai eu cette chance incroyable d'arriver vraiment dans cette période où Énergie était encore alors c'est encore bien évidemment un groupe incroyable, mais à l'époque, si on se remet dans le contexte, il y a une part de chance forcément, et dont j'avais conscience. J'avais conscience que j'avais une chance incroyable d'être là, parce qu'on était 10 animateurs et qu'il y avait 5000 personnes qui auraient aimé être là à notre place. Mais qu'est-ce qui a fait que du coup t'étais sur la Côte d'Azur? Qu'est-ce qui a fait que à un moment t'as rejoint, puisque t'as rejoint à un moment Alors c'est grâce Paris à plusieurs directeurs ensuite. Eric Angioletti, Olivier Cauchois qui était à la direction, et Max Guazzini. Et alors en fait c'était assez marrant, c'est que à Énergie j'animais debout. Et en fait Eric Angioletti était le responsable des journalistes locaux. Et un jour il est venu voir à Énergie Nice, et son journaliste local. Et en fait il a vu à travers la vitre un animateur qui sautait partout et qui parlait debout. Et en fait il m'a dit quand lui est devenu ensuite directeur d'antenne, et coup de bol pour moi, parce que genre un mois après il est directeur d'antenne, et il se dit tiens, j'ai besoin d'un animateur. Je me souviens d'un mec qui était debout, qui sautait partout, j'aimerais bien le réécouter et tout. Et je suis venu faire un essai à Énergie Paris, et j'avais parti pendant 15 ans. Ouais, mais comme quoi, peut-être qu'il y a une petite leçon derrière tout ça, il faut parfois savoir se faire un peu remarquer. Alors d'une façon ou d'une autre, de façon positive, mais bien sûr. Alors c'est vrai. Il y a un truc qui est vrai, c'est que quand je suis arrivé à Énergie Paris, je me suis dit wow, c'est la folie. C'était mon rêve de gosse d'arriver à Énergie. What else? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Du coup, et en fait, je me suis aussi dit, tiens, j'arrive à Énergie, ça y est, la vie est toute tracée. Mais en fait, j'ai très vite compris que je voyais les gens autour de moi, on pouvait se faire virer du jour au lendemain. Enfin, c'était quand même assez compliqué. Je signais en plus des contrats à l'année, mais surtout à l'époque, non, à l'époque, on signait des CDU tous les 2 mois. CDU. Et tout. Ouais, des CDU, à l'époque, c'était à l'époque, ça n'existe plus aujourd'hui. Enfin, en tout cas.
C'est quoi, unitaire, énergie, d'usage, okay. contrat déterminé d'usage, mais ça n'existe plus. Mais à l'époque, c'était très précaire, 2 mois. En fait. Bah oui, c'était une espèce de période d'essai, sauf que j'en ai signé, genre, je sais pas combien à une époque. Mais non, j'ai eu beaucoup de chance. J'avais une chance aussi, c'est que je parlais un peu anglais, et du coup, en fait, à l'époque, il y avait un animateur qui faisait les interviews qui venait de partir, et en fait, il fallait quelqu'un, et on me dit, mais qui parle anglais? Et j'ai levé la main, finalement. Et du coup, à 19 ans, je me suis retrouvé la semaine où je suis arrivé à Énergie Paris. La semaine d'après, on m'a mis en interview avec Madonna, Lenny Kravitz, Will Smith, et je me suis retrouvé d'un seul coup à faire une centaine d'interviews. Sachant que, pareil, là, tu n'avais pas de formation, on est d'accord. Mais c'est zéro formation. La seule formation, c'est la passion. J'écoutais vachement les anciens d'énergie qui étaient déjà là. Il y avait encore quelques personnes qui étaient là depuis les belles années, etc. Et j'écoutais tous leurs conseils. Et la direction, Olivier Cauchois, Eric Angeletti, les conseils de gens qui étaient là et qui me drivaient. Clairement, à 19 ans, j'avais énormément à apprendre. Mais du coup, quand tu arrives à 19 ans devant Madonna, alors que une semaine avant, tu le savais pas, j'imagine que tu as préparé comme un fou, non? J'ai préparé comme un dingue. Et alors, ce qui est génial, c'est que j'avais préparé ma première interview de Madonna, je me suis fait avoir comme un bleu. J'avais préparé toutes mes questions, etc. Et en fait, c'est un exercice très particulier, une interview en direct, parce que c'était les grandes interviews d'énergie. Ouais. Donc, c'était genre à 19h. Pendant une semaine, on annonçait Madonna arrive, 19h et tout, etc. C'était en direct. Et puis, tu te posais ta question en français, tu la posais ensuite en anglais, Madonna te répondait en anglais, tu devais la traduire, c'était une gymnastique du cerveau qui était c'est toi qui faisais tout, il n'y avait pas une oreillette. Non, aujourd'hui, je sais qu'il y a une fille que j'adore qui s'appelle Elsa Najar, que je salue, qui est traductrice et qui va dans les émissions de radio pour faire du. Mais nous, à l'époque, non, on s'est dit, tiens, je vais faire des. Okay. Mais il m'a fallu quand même quelques interviews avant de réussir à bien le faire. Mais clairement, Madonna, je me suis fait avoir. Petite anecdote marrante, c'est que je prépare toute mon interview et j'écris tout, etc. J'écris mon intro, j'écris toutes mes questions. Et il y a Lise Rosenberg, qui est la manageuse de Madonna, qui arrive quelques minutes avant l'interview et qui me dit, je peux voir tes questions et tout. Je dis, bah ouais, bien sûr. Moi, j'ai 19 ans, je lui montre mes questions. Elle a un feutre qui doit faire la taille d'une bouteille. Et en fait, elle efface avec un feutre où je vois même pas ce qui est écrit derrière. La moitié de mes questions, il me restait que bonjour. Donc, elle a effacé toutes les questions. Et à 10 minutes de l'antenne. Et tu peux pas réimproviser. T'as 19 ans, t'as pas l'expérience, t'as pas les réflexes, t'as pas les automatismes, t'as pas. Donc en fait, ça s'est très bien passé parce que Madonna, c'est pas une grosse bavarde. Donc en fait, j'avais pas non plus des crades, des questions et tout. Madonna fait très gaffe à ce qu'elle dit et tout. Donc déjà à l'époque, mais c'était des super expériences de dingue. Il y a que Énergie qui pouvait m'offrir ça. J'étais dans la plus grande radio d'Europe musicale et j'interviewais les plus grandes stars musicales du monde et c'était fou. J'avais 19 ans, je me rendais plus compte. Je passais d'une semaine, je me souviens qu'en une semaine, un jour, j'avais fait Céline Dion, Will Smith et U2. Et tu rentres chez toi, tu te dis, bon, ça va. Semaine normale. Semaine normale. Mais ouais, non, mais c'était une expérience de dingue. Je remercierai jamais Énergie assez de m'avoir permis de vivre ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, je sais pas... Je sais pas si c'est le cas, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus compliqué effectivement d'être projeté comme ça du jour au lendemain. J'ai l'impression qu'il faut quand même montrer patte blanche, faire avoir une expérience. Ouais, non. Ça dépend des médias, je pense. Mais en fait, c'était surtout les circuits d'animateurs radio. Aujourd'hui, il y en a plus. Il y a plus de radio locale comme il y avait à l'époque. Il y avait plein de radios locales. Il y en a plein, mais elles sont toutes. Aujourd'hui, avant, il y avait des radios locales, des petites radios, et puis il y avait un espèce de vivier d'animateurs et tout. C'est compliqué de trouver des animateurs. Et puis surtout, c'était une passion. Aujourd'hui, les jeunes, ils veulent tous être youtubeurs. Ils veulent pas être animateurs radio parce qu'ils veulent qu'on les voit. Et je peux le comprendre. Le seul truc, c'est que là, par exemple. Je détesterais être animateur radio aujourd'hui ou être animateur télé ou être parce qu'en fait tu dis un truc dans le micro, moi le nombre de conneries que j'ai pu dire pendant 15 ans, tu vois, des blagues, des trucs, pas des trucs parce qu'à Énergie on était toujours très je faisais très attention à ce que je disais quand même, mais je veux dire je sais que par exemple si tu dis il fait pas beau aujourd'hui, j'espère qu'il va pas pleuvoir, tu te tapes 5000 messages sur Instagram, Twitter qui dit bah si chez moi il fait beau, ça c'est pas grave, mais je veux dire je me mets à la place des animateurs d'aujourd'hui qui sont jugés sur leur nombre de followers, qui sont jugés. Enfin, c'est très compliqué. Ouais, et puis effectivement, un dérapage, ça part sur Twitter. Et puis, alors moi, j'ai eu la chance de jamais en faire, mais je pense que même. Enfin, et puis surtout, des fois, tu fais pas gaffe, tu vas juste dire tiens, j'ai vu un sondage ce matin, je trouve que si ça. Puis c'est-à-dire que du coup, d'un seul coup, tu as une réaction en marge de. Tu fais plus de la radio, t'es un
t'es un animateur et ce qui est plus important aujourd'hui presque des fois, je pense pour les directeurs d'antenne et tout, c'est ce que tu vas faire à côté de ton émission. C'est-à-dire, combien t'as de followers, t'as pas tweeté, c'est quoi, t'as tweeté une tasse de café, bon c'est quand même, oui, ils regardent vraiment ça. Je sens ça, moi, je sens ça dans les anciens copains, quand je discute avec ceux qui ont connu ma période où il n'y avait pas les réseaux sociaux. Être animateur, c'était quand même beaucoup plus cool. Moi, c'est pour ça que j'ai vraiment eu de la chance, parce que c'est impossible pour moi d'être animateur aujourd'hui. Mais c'est vrai ce que tu dis aussi, même, je pense, pour les artistes, que ce soit musique ou acteurs ciné. En fait, j'ai l'impression que maintenant, plus tu as effectivement une grosse communauté déjà sur tes réseaux sociaux, plus tu es un peu bankable, en fait. T'es souvent jugé pour ça, c'est le premier jugement. On te dit est-ce que cette personne est importante, combien elle a de followers. Mais au-delà de ça, être animateur radio, nous c'était vraiment faire notre émission et on était jugé sur l'émission, on était jugé sur les audiences quand même, les audiences, mais qui étaient relatifs, c'était tous les 2 mois. Énergie, il n'y a pas la pression de la télé, donc mais c'était une aventure de dingue. C'est une aventure de dingue. Du coup, j'en profite que tu sois là pour qu'on parle. Je fais un petit focus sur la radio peut-être pour bien expliquer comment ça fonctionne. Donc t'as un directeur d'antenne en fait qui gère. Tu vas nous expliquer, mais il gère quoi? Il gère toute la. Alors un directeur d'antenne, toute la programmation. Alors il y a souvent un directeur d'antenne et sous lui, dans les grandes radios musicales, il y a un responsable de la programmation musicale. Ce directeur d'antenne travaille avec ce responsable de la programmation musicale, des comités d'écoute. Ils écoutent les chansons, etc. Je parle des radios musicales que je connais surtout bien. Mais après ce directeur d'antenne va en général les audiences arrivant tous les 2 mois. Il y a des réajustements tous les 2 mois, on va dire. Les grands réajustements se font à la rentrée parce qu'il faut qu'il y ait des effets d'annonce, il faut qu'il y ait des trucs. Donc à chaque rentrée, il y a une rentrée radio mois de septembre, enfin qui est souvent fin août, vers le 24 août, 25 août, enfin dernière semaine d'août. Les animateurs redémarrent une semaine un peu avant tout le monde, avant que ça reprenne à la rentrée pour être dans le bain. Donc il y a le prime time de la radio, c'est le morning. Donc en fait, le directeur d'antenne va d'abord travailler son prime time qui va driver un peu tout le reste de la journée, et le soir ou l'after school, le 17. C'est les 2 cases stratégiques. C'est les 2 cases stratégiques. Ce que je remarque, c'est que c'est toujours mine de rien, après toutes ces années, moi je suis parti déjà de la radio depuis 2010, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes animateurs. Donc en fait, il doit y avoir une pénurie d'animateurs, et que c'est un métier quand même très fermé. C'est un métier très fermé. Et après, du coup, il y a aussi des producteurs. Alors il y a ce qu'on appelle des producteurs, mais qui ont pas le même rôle. C'est un mot qui est c'est-à-dire qu'on dit souvent producteur, on se l'imagine avec un cigare mais en fait le producteur de radio est celui qui fabrique, qui produit, qui physiquement dans l'opérationnel va fabriquer un jingle. Mais il y a quelques producteurs de grands shows de radio, le matin, le morning, ils ont un producteur qui va centraliser le truc, mais c'est pas le sens du producteur de spectacle ou le sens du producteur de film qui va chercher l'argent, etc. Un producteur en radio ça existe très peu, des clés en main. Il y a les grandes stars de radio du morning qui produisent eux-mêmes leurs émissions et tout, mais je veux dire en général, le mot producteur en radio est celui qui va fabriquer les jingles, la musique, l'habillage, mais il va fabriquer l'habillage, mais il n'a pas un pouvoir. C'est un mot un peu galvaudé. En tout cas, c'est le vrai mot. Il produit. Mais pas au sens. Non, mais c'est intéressant. C'est un fabricant. C'est un technicien. Le producteur est un technicien. Même titre qu'un réalisateur de radio. Le réalisateur de radio, il va allumer les micros, faire que la pub passera au bon moment, etc. Mais c'est quand même des mots qui sont utilisés dans des domaines et c'est complètement différent. D'ailleurs, c'est marrant parce que par exemple, on dit un réal quand on parle d'un réalisateur de cinéma ou d'un truc, et on dit un réa. Nous, à l'époque, je sais pas si ça se dit toujours, mais on disait un réa quand on parlait en radio. Alors c'est une petite subtilité, mais en fait c'est aussi, ça montre que c'est pas le même métier. Un réalisateur de radio, c'est pas la même vocation qu'un réalisateur de. C'est-à-dire que le réalisateur de radio impose pas une vision ou impose pas et est là pour exécuter un travail. Il y en a de moins en moins d'ailleurs à cause, j'ai failli dire grâce, mais à cause de la technique grâce pour les radios parce que ça leur fait une économie, mais à cause parce qu'il y a beaucoup de gens dont c'était le métier, réalisateur de radio. Et qui se sont retrouvés au chômage. Moi, j'ai connu plein de gens dans début des années 2000, quand on s'est rendu compte qu'un animateur pouvait réaliser tout seul, comme on faisait aux États-Unis, et que c'était vachement plus facile qu'avant et tout ça. Aujourd'hui, les animateurs, ils se réalisent tout seuls en général. Enfin, sauf les grands shows. Mais...
Ok, donc c'est les grands métiers, quoi. Il y a effectivement le directeur d'antenne. Après, il y a des. Il y a des classiques, il y a la standardiste qui est le point de contact avec le truc, mais le directeur d'antenne, le directeur de la programmation musicale pour Radio Musicale, le directeur de l'information. Mais au final, une équipe radio, elle est assez petite. Il y a pas d'achat de programmes comme en télé ou ça se fait très peu. Extérieur. Ça se fait très peu. Okay. Déjà parce que ça coûte pas très cher à fabriquer de la radio. Donc en fait, une fois que tu as ton studio, tu mets l'humain derrière, vaut mieux le faire toi-même. Okay. Donc t'as intérêt à trouver les humains qui vont t'apporter du contenu créatif, mais ou sauf quand t'es quelqu'un qui est très reconnu et que tu t'imposes le fait que tu vendes ton émission avec ton équipe et tout, mais en général les radios elles ont acheté du matériel de radio et puis elles mettent des mecs derrière et elles produisent elles-mêmes. Tu vois, c'est comme un mini studio, c'est comme un studio. C'est vrai pour faire le parallèle avec la télé, il y a des quotas obligatoires d'aller chercher des productions extérieures. Ça n'existe pas en radio. Ça n'existe pas du tout en radio. Ça arrivera peut-être parce qu'aux États-Unis ça existe beaucoup. Ah ouais, ça se fait comme ça. Ça se fait aux États-Unis. Il y a beaucoup de shows qui sont aujourd'hui par exemple Bruno Guillon que j'aime beaucoup, qui est sur Fun Radio, je sais qu'il produit parce qu'il a un contrôle créatif sur ses émissions, etc. Il pourrait presque faire son émission de chez lui avec son équipe et aujourd'hui avec la technologie, il pourrait être dans ses bureaux. Bon, il va à Fun Radio, il va etc. Mais je veux dire, techniquement, rien ne pourrait l'empêcher d'être aux Bahamas en train de faire son émission, quoi. On l'a vu pendant la crise là, effectivement. Bien sûr, tous les animateurs c'était chez eux, et c'est clair. Et c'était de bonne qualité. Donc bien sûr. Ok, c'est super intéressant, super éclairant en tout cas. Et du coup, toi, t'as jamais fait de morning? Alors, je faisais un truc, c'est que je faisais les remplacements de morning, donc je me tapais tous les étés et donc j'ai connu la joie de se lever à 3h du mat, à 3h30. C'est un truc auquel on ne s'habitue jamais. J'ai un respect éternel pour ceux qui font le morning. Parce que je l'ai vécu et je sais que c'est très très dur, et même aujourd'hui les grandes stars de morning déjà tu le vois sur leur visage, hein, parce que tu le sens, mais non, mais surtout c'est alors c'est une difficulté parce que encore une fois ton corps physiquement ne s'y fait jamais, hein. Tu vois, je pense après 10 ans de morning, le réveil qui sonne à 4 heures, c'est pas humain, mais surtout il y a quand même une magie de se réveiller avant les autres. Et moi, pour l'avoir fait quelques fois, donc pendant de longues années, je faisais les remplacements de Nikos, du 6-9 et tout ça d'énergie. Je faisais les vacances et que ça. Il y a un truc magique quand le soleil se lève, tu vois, et de parler dans le micro. Il y a un truc qui est inexplicable. Puis le fait d'être levé avant tout le monde, en fait, de se dire... Et d'arriver, tu chopes l'info, puis t'as l'ambiance du matin à la radio. Moi, j'ai tellement aimé la radio que j'en ai fait un film, un court-métrage qui s'appelle Talk. Je voulais boucler la boucle de mon parcours. Et en fait, il y a 1 an, j'ai créé un film qui s'appelle Talk, qui raconte l'histoire d'un animateur radio. Et j'ai essayé de retrouver cette ambiance dans ce film. Et on est très content. J'ai tourné avec un acteur américain qui s'appelle William Baldwin. Qui est le frère d'Alec. Et ce qui est très drôle, c'est que j'ai appelé les copains pour me faire prêter du matos. En court-métrage, il n'y a pas d'économie, donc j'ai produit ça. Et en fait, on m'a prêté une console, sans le savoir, ce qu'on appelle une console, c'est donc une console pour mixer, pour créer mon studio. Donc dans mon décor de cinéma, j'avais mis des micros, etc. Et on m'a prêté une console, et en fait j'ai découvert que c'est la console sur laquelle j'ai travaillé pendant 15 ans à Énergie. C'était celle-là. Et c'était une console Pacifique, qui était celle-là. C'était pas une copie, c'était celle-là. C'est-à-dire qu'en fait elle était dans un hangar, et en fait le mec à qui comment tu sais que c'était celle-là du coup? Parce que je le sais. En fait ça a été prêté par la personne qui l'avait, donc en fait que je salue, mais parce que je sais pas s'il avait le droit de me la prêter, donc je vais pas. Mais clairement, en tout cas, c'était hyper émouvant pour moi parce que c'était la console sur laquelle j'avais travaillé, et d'un seul coup, elle se retrouve dans un film sur la radio. Ouais, donc tu as effectivement bouclé la boucle. Du coup, si on reprend un peu sur ton parcours, tu as fait à peu près 15 ans, hein, c'est ça? J'ai fait 15 ans à Énergie, en parallèle, tu faisais d'autres choses en parallèle, donc j'avais à Énergie, je faisais mes émissions, j'ai fait un peu toutes les tranches, et je faisais en plus donc les interviews
des artistes. Ça, c'était vraiment fantastique parce que grâce à Énergie, j'ai rencontré George Lucas. Ça t'a ouvert des portes pour après incroyable. ou pas? Déjà de perfectionner mon anglais parce que je me suis dit, il faut qu'on me comprenne, et de rencontrer effectivement tous ces artistes, Madonna, les artistes français, Mylène Farmer. J'ai dû faire 150 interviews en direct et c'était magique. C'était magique. J'ai vraiment c'était une pression top, puis en plus être en direct, on arrivait à oublier d'être soi, c'était un sentiment hyper jouissif d'être en direct à la radio, alors que ce soit pour les interviews ou pour les émissions ou pour les concerts qu'on animait. Il y avait l'Energy Music Tour, on montait sur scène et tout. Et c'était fantastique parce qu'on arrivait à oublier d'être soi. On n'a pas le temps d'être soi dans ces moments-là. Et du coup, c'était une sensation qui est très, très spéciale. Et en mode pilotage automatique, c'est ça? En tout cas, quand tu prépares un truc, par exemple, je me suis retrouvé à faire des trucs qui sont improbables. Par exemple, un jour, il y a la directrice de la communication d'Énergie qui s'appelle Sandrine Tuile qui m'appelle et qui me dit « Romu, t'animes une émission le soir où elle me dit j'aimerais bien faire un truc, c'est que est-ce que tu peux avec des DJ aller faire la première partie de Madonna à Bercy ?» Et je dis mais comment ça va? Parce que oui, Énergie est partenaire du concert, faut animer et en gros je me suis retrouvé à Bercy, je sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui, Accor Arena, devant 17 000 personnes. On m'a donné un micro, les lumières se sont éteintes, on m'a dit vas-y champion, et en fait tu fais hey, et là t'as toute la foule, et on est monté pendant 30 minutes sur scène avec un DJ. Je l'ai fait 2 soirs de suite et c'était une sensation incroyable parce que d'arriver sur scène, je savais qu'en tout cas donc je représentais Énergie, donc on représentait un espèce de warm-up avant le concert de Madonna. C'était des deals dans chaque pays. Madonna faisait des trucs comme ça et elle avait choisi Énergie et s'était dit il faut que j'ai un warm-up de 30 minutes. Et coup de bol, c'est tombé sur moi. J'ai fait 2 soirs la première partie de Madonna sur scène. C'est fou parce que c'est quelque part un peu le même métier entre guillemets que ce que tu fais à la radio, c'est-à-dire effectivement mais c'était improbable. Tu t'animes, voilà. Ouais. Mais c'est juste que dans un environnement qui est complètement tu te retrouves devant 17 000 personnes qui sont venues voir Madonna. Alors déjà j'ai vite compris un truc, c'est que j'avais fait quelques concerts avant, je sais qu'un mec qui monte sur scène avec un micro et qui dit bonsoir, ça peut vite très mal se passer parce qu'en fait les mecs ils sont venus pour voir Madonna, ils ont payé 200 balles, t'as pas envie de voir un mec qui dit bonsoir, voilà, et tu t'attends à ce que ça se trouve le mec, si la manière dont il dit bonsoir, il va peut-être te dire le concert à annuler et tout. Il faut tout de suite la première seconde. Donc en général je montais pas tout de suite et je les chauffais genre 1 seconde avant dans le noir et j'arrivais sur scène et tu vois j'essayais là, est-ce que vous êtes là, tout, des trucs d'ambiance et c'était franchement c'était des bars, c'était fantastique. J'ai fait ça avec les Black Eyed Peas. Ensuite Énergie m'a permis de le faire avec les Destiny's Child. J'ai fait ça avec une dizaine d'artistes au Zénith, à Bercy. À chaque fois c'était fantastique de pouvoir avoir cette sensation. Est-ce qu'on prend un goût justement? Je comprends une adrénaline. Du coup je comprends les artistes qui peuvent pas se passer de scène. Moi j'étais pas un artiste parce que je prenais un micro, je faisais hey oh et tout le monde faisait hey oh. C'était pas, on peut pas dire que ce soit, mais par contre tu reçois les mêmes vibes parce qu'en fait t'es debout sur un truc et t'as 17 000 personnes qui font et en fait t'es au milieu puis t'as la lumière qui est sur toi. C'était fou aujourd'hui. C'est incroyable. Donc pour revenir effectivement à la question, c'est que tu faisais, faisais plein d'autres choses à côté à Énergie. Mais avec Énergie. Avec Énergie. Et à côté de ça, j'ai monté tout de suite une boîte qui s'appelait Airlines Production, qui existe aujourd'hui encore, qui est ma société, qui est ma société de production. Et en fait, elle me permettait de faire tout ce qui n'était pas en rapport avec Énergie. Donc des petites productions. Et j'ai commencé à faire des petites productions dans les années, tout début 2000. Des petites vidéos internes pour des marques, etc. Et en fait, un jour, j'ai reçu un appel je faisais des petites vidéos pour France Télécom et j'ai reçu un appel de Patrice Béguet, qui est aujourd'hui à la BPI, que je salue parce que c'est grâce à lui, il m'a vraiment donné un coup de pouce. Il avait identifié notre boîte, qu'on était des jeunes, j'étais un jeune producteur et il nous avait identifié parce qu'on faisait des petites vidéos de France Télécom, lui était chez France Télécom et il nous a dit, il y a un appel d'offres pour un petit programme sur M6 qui sera sponsorisé par
par France Télécom. Vu que vous êtes jeune, vous êtes dynamique, tentez votre chance et tout. Et en fait, on a répondu à cet appel d'offres et on était les seuls à faire de l'humour dans ce petit programme. Et on a été choisis par M6 et par France Télécom. Et c'est ce qui a vraiment lancé la boîte, puisqu'on s'est retrouvé à produire 200 petits programmes courts sur M6 en 2004. Et c'était fantastique. Et ça, c'est grâce à Patrice Béguet, puisque c'est lui qui nous a fait confiance. Moi, j'étais une toute jeune boîte et il nous a identifié. Il a dit tiens, ça c'est des jeunes, ils en veulent, ils ont des idées. Mais là, c'est pareil. T'avais pas d'expérience en fait, à part ce que t'avais fait toi quand depuis que t'es petit et ce sens un peu entre guillemets inné de. Non, mais il faut savoir s'entourer. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, il faut savoir s'entourer. Le truc, c'est que c'est comme aujourd'hui dans les films que je fais. Il faut se dire. Qui y a autour de moi que je peux contacter, qui est le meilleur dans ce qu'il fait. Donc nous, tout de suite, quand on a eu cet appel d'offres, par exemple, d'M6, on s'est dit, il faut qu'on trouve le meilleur ingénieur du son qu'on connaisse, le meilleur mec qui fait la lumière, le meilleur mec. En fait, tu les trouves, les gens. Et puis, faut les convaincre, mais tu les trouves. J'ai des anecdotes. Enfin, je pense qu'en fait, quelqu'un qui te dit non, c'est fantastique parce que au final, moi j'ai vraiment avancé dans ma vie avec toutes les personnes qui m'ont dit non, parce que j'ai passé ma vie à pitcher des trucs et en fait à chaque fois qu'on te dit non, ça te donne une énergie de dingue pour. Alors des fois ça te bloque, mais en tout cas moi, là ça me faisait une réaction de me dire ah tu m'as dit non, ok je vais essayer de faire autrement et donc le seul risque c'est qu'on te dise non. Mais en plus, quand on te dit non, c'est pas grave parce que moi, des fois, on m'a dit non sur des trucs, ça m'a permis de rencontrer des gens où j'avais pitché des séries à des mecs et puis en fait, une fois que tu les as rencontrés, tu les connais, tu retournes les voir un an après avec un autre truc et tout. Et puis là, par exemple, je prépare un film aux États-Unis avec un producteur que j'ai rencontré en 2007 qui m'avait dit non en 2007, il m'a dit non sur un autre projet en 2008, il m'a dit non en 2015, il m'a dit non. Et puis en fait, on s'est retrouvé sur un projet où là, il m'a dit oui. Et puis d'un seul coup, on part en production sur un truc qu'on va tourner l'année prochaine, j'espère. Mais donc faut pas. Il y a effectivement la résilience. Je pense que ça c'est un truc. Enfin, en tout cas, à chaque fois que je parle avec des invités, je ressens un peu ce truc il faut de la résilience. Ouais. Et effectivement, après, je pense qu'il y a ce côté, comme tu dis, savoir prendre un non, c'est aussi peut-être savoir se remettre en question. Se remettre en question. Bien sûr, se mettre en question. Et se dire aussi, essayer de pas le prendre personnellement. C'est ça qui est le plus dur, je pense. Mais je parle souvent de ça avec les acteurs et les actrices, parce que moi je fais beaucoup de casting, on fait beaucoup de casting et je trouve ça vraiment tellement injuste le casting, parce que moi je suis réalisateur et je vois en fait quand je reçois des comédiens qui font une prestation qui est formidable, mais au final on va pas les choisir parce que en fait les comédiens qui sont en phase 2 ça matche pas, ou parce que on se dit tiens il faut qu'on ait un mec qui soit 50 plus et puis en fait au final le mec était peut-être un peu moins bon, mais il faut qu'on ait un mec plus âgé parce qu'il faut et donc en fait le casting, souvent ce que je dis aux acteurs et aux actrices, c'est donner le meilleur de vous-même, au moins vous avez rien à vous reprocher, mais après c'est pas votre décision et c'est pas parce que souvent il y a des drames dans les de dépression chez les acteurs, parce que c'est un métier très dur, parce que tu rentres dans une salle, tu es face à des gens et en fait t'es jugé et puis surtout tu sors de la salle, t'as beau avoir été le meilleur du monde, c'est peut-être parce que en fait t'es brun et qu'en fait ils cherchent un blond et c'est que ça tu peux pas le savoir même ouais, et puis c'est tellement nous des fois on prend des décisions qui sont genre bah oui mais non mais enfin c'est qui sont pas liés au talent des comédiens et comédiennes malheureusement, mais donc c'est très dur, mais faut avoir peur de rien. Moi j'ai des anecdotes fantastiques sur mon court-métrage La Talk. Je me suis dit bon, c'est mon premier court-métrage que j'ai réalisé, écrit et produit. Il faut que, encore une fois, je m'entoure des meilleurs. Et je me suis dit, quel est le meilleur étalonneur du monde? Un étalonneur, c'est celui qui colorie l'image d'un film. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a tourné avec plusieurs caméras, il faut que déjà il y ait la même couleur il faut homogène. Et puis ajouter une patte une patte à l'image. Donc c'est un vrai métier, étalonneur, voilà. Et je me rends compte que le meilleur étalonneur du monde à mes yeux est français. Il s'appelle Yvan Lucas. Il est basé à Los Angeles. C'est un mec qui a étalonné à l'époque, il a travaillé sur le Grand Bleu. Sans lui, ce serait appelé le Grand Vert. Et il a étalonné aussi bien. Derrière, il a fait Amélie Poulain. Il a fait Délicatessen, qui sont des films très marqués en couleur. C'était effectivement leur ambiance. Exactement, leur ambiance, et qui sont liés par
rapport à, bien Clairement, sûr, au chef opérateur et à l'équipe qui a travaillé sur le film, mais en partie à ce poste qu'on connaît très peu, qui est l'étalonnage. Et il a fait derrière Seven de Fincher. Il a fait et donc après, il s'est retrouvé aux États-Unis où depuis 10 ans, fait des très gros films. Et je vois qu'en fait, il vient de faire le dernier Quentin Tarantino. Et il est de Cholet, quoi. Le Once Upon a Time in Hollywood. Donc je me dis, il faut que j'essaye de rencontrer ce mec, parce que déjà, j'avais jamais entendu parler de lui. Je me dis, c'est incroyable, ce Français qui a bossé. Il a bossé avec Spielberg. C'est lui qui a convaincu Spielberg de passer à l'étalonnage numérique. Il a bossé avec Fincher, il a bossé avec les plus grands. Il a fait tous les films de Besson pratiquement. Donc du coup, attends, je t'arrête juste là parce que c'est incroyable. Enfin, c'est-à-dire que à ce moment-là, tu te dis pas, il va me dire non. Enfin, pourquoi il voudrait bosser avec moi, tu vois? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se diraient ça en fait avant d'aller voir quelqu'un. Ils diraient, mais en fait, il va jamais. Ils y vont pas parce qu'ils prévoient la réponse. Mon seul risque, c'est pour l'instant, il travaille pas avec moi, et mon seul risque, c'est qu'ils me disent non et qu'ils travaillent pas avec moi. Donc en fait, dans les deux cas, j'ai. Ouais. Donc en fait, t'as raison. On pourrait se dire, jamais de ma vie, il va. Mais qu'est-ce que je fais? Je vais sur Facebook. Et je lui envoie un mail sur Facebook en disant « Hey, salut, t'as bossé avec Luc Besson, t'as bossé avec Fincher, t'as bossé avec Tarantino, t'as bossé avec Spielberg. Si vraiment tu veux que ta carrière, elle cartonne, ça serait super que vous bossiez avec Romuald Boulanger. » Mais bon, sous le ton de l'humour. En déconnant, bien évidemment. Bien évidemment, en lui disant « Je viens de faire un court-métrage, si vraiment tu veux que ta carrière, elle cartonne et tout. » Et le mec a énormément d'humour. Il m'a répondu dans la minute. Il m'a dit « il m'a dit, écoute, là, je suis booké à bloc, j'ai pas le temps, mais envoie-moi ton court-métrage, puis je regarde juste pour te donner, si tu as besoin d'un avis, je viens. Et je lui envoie ce qu'on appelle un rough cut du film. Il était déjà tourné? Il était déjà tourné. Okay. Et je lui envoie un espèce de pré-montage du film. Et il m'appelle et il me dit écoute, c'est super, j'ai envie de le faire, j'ai adoré, j'ai envie de le faire, banco. Et du coup j'ai sauté au plafond parce que je sais que c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur pour moi dans son domaine. Et et je lui ai dit combien ça coûte, il m'a dit on verra plus tard. Et il a été extrêmement classe puisqu'il nous l'a fait gratuitement. Et en fait et la couleur du film et l'ambiance du film, on la doit à Xavier Castro, chef opérateur, mais on doit aussi à Yvan Lucas qui depuis Los Angeles. D'ailleurs, c'était très drôle parce qu'il m'a dit je suis en train de finir un film qui s'appelle The Irishman avec Scorsese. Dès que je termine, je m'attaque à ton film. Exactement. Un petit truc, tu verras. Mais franchement, jamais de sa vie, il avait entendu parler de Romuald Boulanger et il faut pas hésiter à tenter des trucs comme ça. Non, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est typiquement ce genre d'anecdote que je trouve sympa de donner parce que c'est vrai surtout en plus dans les médias. Bien sûr. Ça marche beaucoup comme ça, il faut non, mais si on parle de ce film, j'ai une meilleure anecdote encore, c'est que je devais faire ce film avec un acteur français que j'adore, que je vais pas citer, mais que j'adore, qui faisait de la radio avant, et en fait, je voulais ce film-là pour jouer un animateur radio. Il fallait un comédien français qui ait fait un peu de radio parce que c'est des automatismes, c'est des trucs, et je voulais pas un mec qui fasse semblant. Et donc, du coup, je contacte cet acteur qui est très connu et qui est un super mec. Et qui me répond, qui me dit j'adore le script, mais pas là parce que je suis en train de faire tel film, mais dans un mois. Donc dans un mois, je lui dis bon bah écoute, salut. Un mois après, tu te souviens de moi? Il me dit ah putain génial. Il dit par contre je suis en post-prod parce que je viens de réaliser un truc, je peux pas, mais par contre dans un mois on se rencontre. Je dis ok cool. J'attends un mois et il me dit ah putain mais là j'ai les Césars, j'ai les trucs, j'ai les machins, le mec il faisait plein de trucs et c'est vrai que c'était dur. C'est un poisson que j'avais du mal à attraper et ça a pris 6 mois. Et un soir je regarde Netflix et je vois une série qui s'appelle Northern Rescue dans laquelle il y a William Baldwin et ma femme me dit mais pourquoi tu prends pas William Baldwin? Et je dis bah c'est vrai, pourquoi je prends pas William Baldwin? C'est vrai, bien sûr. Et du coup j'ouvre internet, je vais Facebook, sur pas loin, tu vas croire. Je vais sur un site qui s'appelle IMDb qui est un peu une espèce de glossaire. C'est la Bible, de tous les acteurs, contacts et tout ça. Exactement. Et puis je regarde qui est son manager à William Baldwin. Et puis pendant que je regarde la série, j'envoie un mail au manager avec une copie du script que j'avais déjà fait traduire en anglais. Et du coup, je dis bonjour. Voilà, j'ai un script en français, qui se tourne en France. J'adorerais le proposer à William Baldwin. Le manager me répond. C'est très gentil, sauf que William il fait pas de court-métrage et puis il viendra pas en France et puis sinon ça devrait coûter très cher et machin. Mais il dit par acquis de conscience, je lui ai envoyé. Et 3 heures plus tard, mon téléphone a sonné, c'était William Baldwin qui avait lu le script et qui me dit hey it's Billy, when do you wanna shoot? J'ai dit ah ouais salut. Je dis écoute on peut tourner dans un mois.
Et en fait, j'ai raccroché et en fait, il est venu pour l'amour de l'art à Paris. Et on a tourné pendant 2 jours avec William Baldwin sur un coup de tête. Parce que J'ai décroché, parce que j'ai pris Internet et que j'ai envoyé un mail. Ouais, parce que moi j'avais vu, je l'ai vu, le court-métrage qui est vraiment génial, c'est vrai. Et je m'étais dit, tu as réussi à avoir un acteur américain parce que justement, peut-être que ton passé, justement tous les artistes que tu as rencontrés quand tu as fait tes interviews, ça ouvre un carnet d'adresses et que tu connaissais le mec qui t'a donné un coup de main, tu vois. Pas du tout. Alors en fait, ça existe de se servir de son réseau, puisque maintenant, après une vingtaine d'années, j'espère avoir un réseau pour avoir accès à du casting et des trucs comme ça. Mais sauf que plein de fois, là en tout cas sur cette partie-là, ils avaient jamais entendu parler de Romuald Boulanger. Ouais. Donc en fait, il faut pas hésiter. Pas hésiter. En fait, ça passe. Alors les Américains, c'est particulier parce que ça passe par la forme de l'offre qu'on fait à un acteur et tout ça. Il y a des codes à respecter que j'ai. Tu veux dire passer par le manager, par exemple? Oui, le manager, mais surtout dans la manière dont on les aborde et tout ça, les firmes offers. Enfin, je pourrais rentrer dans le détail, mais c'est différent. Le système français, le système américain est vraiment différent sur ce point de vue-là. Mais j'avais fait en fait plein de pubs aux États-Unis pour le marché français avec des acteurs américains, donc je connaissais déjà les codes pour accrocher des acteurs anglo-saxons. Et par exemple, j'avais fait des pubs avec Neil Patrick Harris de How I Met Your Mother, j'avais fait des pubs avec oui, les pubs Axe, là, c'est ça. Axe, avec Chuck Norris pour Europe 1 aussi. On avait fait des pubs avec Mike Tyson, avec le savant fou dans Retour vers le futur, Christopher Lloyd, avec Carmen Electra. On a tourné avec plein d'acteurs et des comédiens américains. Et du coup, j'avais cette petite expérience de prise de contact avec les agents. Ok, donc oui, il y a effectivement, faut y aller, mais par contre, faut bien. Je pense que déjà, il faut y aller avec quelque chose de qualité. Si t'arrives avec un truc qui est... là, ils t'ont rappelé les deux parce que t'avais aussi un. Mais ça m'est arrivé d'aller dans des rendez-vous, surtout quand j'ai démarré mes rendez-vous. Moi, j'ai ma boîte en France et en fait, tout de suite, ce qui était marrant, c'est que j'arrivais pas à avoir des rendez-vous en France. Donc, j'arrivais pas à avoir les rendez-vous que je voulais. Mais avec alors qu'on produisait déjà des choses sur M6, on essayait d'avoir des rendez-vous dans des chaînes et on nous disait envoyez vos projets par la poste. Souvent, je te parle de ça il y a 10 ans, 15 ans. Il y a 10 ans, 12 ans. Et en fait, aux États-Unis, ils ont un avantage, il y a plein d'inconvénients, je voudrais vraiment surtout pas, mais dans les avantages, il y a le fait qu'ils te reçoivent. Que tu sois un Russe, Chinois, c'est vrai, on m'a déjà dit Mexicain, ils te reçoivent. Et moi, je l'ai vraiment vécu 45 fois. Parce que, par exemple, le truc du mail que j'ai envoyé à William Baldwin, je peux te le raconter avec Ben Stiller. Un jour, ma femme me dit, mais pourquoi, tiens, j'avais un projet de série, pourquoi tu produis pas avec Ben Stiller? J'ai envoyé un mail, je suis allé sur un truc, j'ai essayé de deviner l'adresse mail de Ben Stiller. J'ai pris le nom de sa boîte et puis j'ai fait l'initiale, le nom, après j'ai fait l'initial point le nom, après j'ai essayé de trouver son mail et un jour le mail revient pas quoi. Enfin j'étais avec des potes, tout le monde rigolait en disant ah putain mais t'es en train d'écrire à Ben Stiller. Je dis on va essayer les gars. Donc j'essaye et un jour le mail, genre au bout de la 5e tentative le mail revient pas. Tout le monde se fout de ma gueule, on était à table, tout le monde me dit mais Ben Stiller il est sur ses chiottes, il reçoit un mail d'un Français qui dit qui dit j'aimerais faire un truc avec vous et en fait le lendemain matin je me réveille et j'ai un mail de l'assistante de Debbie Liebling qui dit quand est-ce que vous êtes aux États-Unis. Et quand je remonte le mail, je vois Debbie Liebling qui est la patronne de Red Hour, qui est la boîte de Ben Stiller. Debbie Liebling, c'était l'ancienne patronne d'Universal qui avait signé Borat et tout ça, qui dit please set up, merci d'organiser. Elle écrivait à son assistante et quand je remonte le mail de Debbie Liebling, je vois qu'il y a Ben Stiller qui écrit à Debbie Liebling et qui lui dit please meet this guy, merci de rencontrer ce mec. Et en fait, ça n'existe pas en France. J'ai plein et ça n'existe vraiment qu'aux États-Unis. Et du coup, en fait, la semaine d'après, j'étais dans la boîte de Ben Stiller, chez Red Hour, et à pitcher un truc. Et voilà, ça s'est jamais fait. Mais mais en gros, c'est facile. En vrai, c'est plus facile qu'en France parce que au moins ils t'écoutent. Parce que le business peut venir. Il y a un livre qui s'appelle Desperate Networks je me souviens plus de l'auteur, mais c'était un des premiers livres que j'ai lu. En référence. Desperate Networks, qui raconte des anecdotes, notamment de Mark Cherry, qui était le créateur de Desperate Housewives, qui avait essayé de pitcher son show partout et qui avait été chez NBC pour pitcher son show. Et il avait reçu un mail en retour qui disait merci beaucoup monsieur Cherry, mais c'est pas pour nous ce show, bonne chance pour votre show. Sauf qu'en fait il l'a signé chez ABC et que ça explosait les audiences
Et donc, dans les dîners, Marc Chéry disait souvent, bah, vous savez, j'ai été pitché avant 400 fois, j'ai même été chez NBC. C'est remonté aux oreilles du patron de NBC qui a dit, attendez, le mec. est-ce que c'est vrai cette histoire? Donc, le patron de NBC a appelé Marc Chéry en disant, est-ce que c'est vrai que vous êtes venu nous voir avec votre show? Il dit, bah oui, je vous envoie l'email que j'ai reçu qui disait que c'était pas pour vous. Et le patron de NBC a imprimé en 40 exemplaires le mail qui disait, ce show n'est pas pour nous. Et il a imprimé en 40 exemplaires les audiences de la veille où Desperate Housewives sur ABC avait explosé NBC, et il a été les placarder au service fiction de NBC, et il a viré la moitié de l'équipe. Et en fait, c'est symbolique, mais après, je dis pas que. Mais en gros, aux États-Unis, il y a vraiment cette culture de tu fais rien aujourd'hui, mais peut-être que demain tu seras quelqu'un d'important et je vais te recevoir, je vais te respecter pour ça, j'écoute ton idée. Et moi je l'ai vécu plein de fois. Mais après il y a des anecdotes incroyables. Leonardo DiCaprio, un jour il va au Beverly Hills Hotel, il est dans l'ascenseur, il discute avec le bagagiste. Tu fais quoi dans la vie? Le bagagiste il dit bah je suis acteur. Ah bah c'est bien, faut persévérer. Bah ouais, ok, cool. Le bagagiste lui dépose ses bagages. Leonardo DiCaprio lui file $20. Bah courage, bonne chance et tout. Et c'était Bradley Cooper. Et Bradley Cooper, quelques années après, devient face à lui aux Oscars. Mais ça n'existe qu'aux États-Unis. Ça n'existe qu'aux US. Mais en même temps, quand tu vois là, moi j'ai donc monté une boîte aux États-Unis. C'est ce que j'allais te demander. C'est pour ça que tu as monté. J'ai monté une boîte là-bas pour pouvoir engager des gens là-bas quand je faisais mes tournages et tout ça. Donc c'était vraiment une boîte pour faire l'exécutif de mes productions. Et donc on a commencé à faire des tournages là-bas parce que c'était plus facile. Et puis surtout il fait beau toute l'année. C'est un peu plus dur avec le Covid. À Los Angeles, parce que le moindre, tu tournes dans la rue, la moindre poubelle brille. Et en fait surtout on a fait des tonnes de trucs. On a fait Fatal avec Michael Youn, une version web série qu'on a tourné là-bas, et c'était en plein mois de janvier-février. On peut tourner dehors, il fait beau, il y a du soleil, alors que ici à Paris en plein mois de février en général c'est compliqué quoi. Ouais, c'est vrai. Mais et aux États-Unis j'ai fait un autre truc qui était la tournée d'Elysée Moon par exemple. Ça m'intéresse de savoir comment tu te retrouves en fait, je rencontre Elysée Moon. À l'époque, Gad Elmaleh venait de faire un spectacle pour les Français là-bas. Et je propose à Ellie, je lui dis, est-ce que ça t'intéresse de faire une tournée aux États-Unis? Sans savoir que c'était éventuellement possible. Et en fait, j'étais à l'époque aux États-Unis et je rentre à l'Apollo Théâtre, qui est sur la 125e avenue à New York. Théâtre mythique, l'Apollo, qui est l'Apollo... pour historique surtout musical. C'est là où James Brown jouait. C'était vraiment c'est un lieu culte et historique à Harlem, l'Apollo Théâtre. Et en fait, je cherchais un théâtre pas cher. J'avais eu plein d'offres et je me suis dit tiens, je vais essayer l'Apollo. Et je rentre vraiment physiquement sans rien connaître. Je pousse la porte de l'Apollo. Je tombe sur une dame. Je dis bonjour, voilà, je suis français. J'aimerais produire un humoriste français ici. Elle me dit bah quand? Regardez, elle l'ouvre tout de suite. 5 minutes après, elle ouvre son planning. Elle dit le 13 avril. Je dis bah oui, le 13 avril ça pourrait marcher. On était genre le mois de janvier quoi, au mois de décembre je sais plus. Et en fait elle me dit bah voilà, c'est tant de milliers de dollars. Je divise par 2 parce qu'en fait j'avais pas le budget. Je dis bah moi j'ai que ça. Je divise par 2 ce qu'elle me dit. Et elle me dit bah banco. Et on se tape dans la main. Et je suis sorti, ça a pris 20 minutes. Et j'ai appelé Elysée Moon de là et je lui ai dit Ellie, tu vas jouer à l'Apollo au mois d'avril, le 13 avril. Et ça a pris. Si j'avais voulu faire ça dans des grandes salles de spectacle en France, il m'aurait fallu 3 mois, 400 assurances et j'aurais jamais réussi à le faire. Et c'est vraiment le côté positif des États-Unis. Je pourrais faire toute une heure de côté négatif. Non, mais là c'est intéressant dans le parcours et puis surtout sur les opportunités. Parce que mais on se les crée, il faut se les créer. Voilà. Après, ça veut pas dire qu'il faut pas tenter en France, mais il faut. Non, mais surtout en France, il faut les faire. Moi, en France, par exemple, quand j'étais animateur à Énergie, je me suis dit tiens, j'aimerais bien faire des reportages. Je voulais faire des reportages, je voulais produire des sujets avec ma boîte. Et du coup, en fait, je faisais pause sur les génériques de télé et puis je regardais qui était au générique et puis j'essayais d'appeler. Je prenais le nom de la boîte de prod et j'essayais d'appeler la personne qui était en charge. Et puis, c'est assez facile de contacter les gens en général. Puis alors aujourd'hui. Avec les réseaux sociaux, normalement. Mais peut-être qu'ils sont aussi plus sollicités du coup. Ouais, c'est sûr. Mais faut pas hésiter. Mais c'est vrai qu'en tout cas aux États-Unis, ils ont la force de t'accorder 15 minutes. Par exemple, mon premier pitch aux États-Unis, c'était j'avais un projet de série qui se passait dans une boîte de nuit, etc. Et je voulais pitcher les Américains. Et avec 2 potes, on s'est dit on va aller pitcher TF1, M6, on va aller pitcher les chaînes françaises. Et en fait, on n'arrivait pas à avoir les bons rendez-vous, mais parce que en fait personne nous connaissait quoi.
Et en fait, en rigolant, on s'est dit allons pitcher HBO. Et en fait, on a appelé via AT&T, qui est l'équivalent du 12. Du 12, on a appelé, on dit bonjour, on aimerait parler HBO. Oui, bougez pas, HBO, bah, Los Angeles, d'accord, très bien. Et puis, tout le monde, on a décroché, bonjour, on a parlé au directeur des acquisitions. Oui, bougez pas, ploum. Puis on tombe sur une nana qui nous dit, oui, qu'est-ce que vous voulez? Bon, bah voilà, on aimerait parler au directeur des acquisitions. Ah, bah, il y a un rendez-vous. D'accord, bon, normal. On dit, bah, qu'est-ce que vous voulez? Bah, on aimerait bien pitcher un show, ça parle de ça. D'accord, ok, bon, bah, raccroche. 15 minutes plus tard, j'ai un mec qui s'appelle John Munchinson qui nous appelle. Bonjour, je suis John Munchinson, je suis directeur des acquisitions des mini-séries d'HBO. Qu'est-ce que vous me voulez? Je dis, bah, oui, alors attendez, on aimerait bien vous rencontrer. Ok, il dit demain, je suis en tournage pour une série qui s'appelait Entourage, qui était une grosse série. Génial, il dit demain, je suis sur Entourage. Le mec, il avait produit Band of Brothers, il avait produit Sex and the City, il avait produit. Il dit, mais vendredi? Je dis ouais, vendredi, ouais, on était à New York à l'époque. Ouais, vendredi, on a pris l'avion, on s'est pris en photo devant l'accueil d'HBO et le mec il nous a dit you got 10 minutes. En fait, en gros, il est arrivé, il a enlevé sa montre, je me souviens de toute ma vie, mais c'était une super expérience parce que il a enlevé sa montre, il a posé sur la table, il a dit 10 minutes, vous avez 10 minutes. Et en 10 minutes, le mec il a fait un truc incroyable, on l'a pitché, ça a duré 5 minutes. Les 5 minutes restantes, c'était des conseils. Il nous a dit écoutez, je vous conseille d'aller voir tel mec. Vous êtes des Français, je vous conseille d'aller voir tel mec. Et il a imprimé de son ordi 10 numéros et qu'on a été voir. Et on a signé cette série chez une productrice américaine. La série s'est pas faite, mais on l'a signée, on a gagné $30,000. Mais c'était, ce que veut dire, c'est mis une option en fait. Et on avait mis une option sur une série. Mais en gros, c'est possible. Honnêtement, c'est effectivement des belles leçons. Je pense qu'il y a beaucoup trop de gens aujourd'hui qui se mettent des barrières mentales en se disant j'ai pas l'expérience ou il va jamais s'intéresser. Alors, mais il faut comparer, je pense moi j'ai une métaphore qui est de comparer en fait à des tirs au but. C'est que j'ai l'impression de tirer des pénaltys et avec des petits ballons qui représentent des petits projets, des gros ballons qui représentent des super gros projets, et je tire et en fait ça fait 20 ans que je tire, ça arrive sur la barre transversale, ça arrive à côté, ça arrive machin et tout. Puis des fois, putain, le gardien il laisse passer, bam, ça passe. Et donc en fait, je compare ça à des tirs au but. Donc en fait, tous les jours, faut aller tirer un petit. Faut avoir ses ballons, faut fabriquer ses ballons, ses ballons. Et puis une fois qu'on a un ballon, on se dit celui-là, il va rentrer dans le filet. Il y en a un qui passe, ça marche. Mais il y a des fois des ballons que je gonflais, que j'ai tirés, qui se sont pris la barre et qui sont à côté de moi et qui sont prêts à être tirés et qui d'un seul coup aujourd'hui. Donc faut avancer peut-être plusieurs projets en même temps, et voilà. Mais franchement, la réalité, c'est que pour plein de parcours, il y a des parcours où les mecs ils ont une idée, ça marche et tout ça, mais souvent sur plein de parcours, c'est avant tout des échecs. Je pense que c'est un peu la conclusion de tout ça, c'est que dans tous les cas, tout ce que tu as raconté, les trucs positifs ne seraient pas arrivés s'il n'y avait pas eu 9 trucs négatifs avant le 10e. Ah, mais c'est même 99 trucs négatifs avant que le 100e marche. Ça, c'est sûr et certain. Le nombre de dossiers que j'ai fait pour les pitcher, des séries, des films, le nombre de trucs où en fait j'étais pas au bon moment. C'est ce qu'on appelle l'alignation des planètes. L'alignement des planètes. L'alignation, c'est anglais, non? C'est exactement vrai. Et l'alignation. Non, mais en fait, c'est l'alignement des planètes. C'est vraiment, c'est des fois, t'es pas là au bon moment. Tu rencontres pas les bonnes personnes au bon moment. Et ça, faut l'accepter parce qu'en fait, cette rencontre qui a pas marché, 15 ans plus tard, elle va peut-être te permettre de faire ci, ou 10 ans après, les mecs te connaissent. Donc voilà, mais faut pas hésiter. Écoute, t'as un peu anticipé sur mes questions de conseils à la fin, mais c'est pas grave. Je suis désolé, j'en ai d'autres. Ok. Donc là, ça me permet un peu de. Là, on a fait un peu. On a survolé un peu tout ton parcours, mais on voit qu'effectivement, t'as fait plein de trucs. Et puis en parallèle, tu faisais déjà beaucoup de prod plutôt pub. Oui. Avec projet de télé aussi, visiblement. Pourquoi, à quel moment En fait, c'était plus simple. J'ai toujours voulu faire des films. Mais le problème, c'est que raconter un film de 30 secondes ou de 15 secondes, c'est quand même plus facile à monter. Donc, en fait, la pub, c'est un exercice fantastique pour ça. Et un exercice très particulier parce qu'il faut réussir à passer un message. Donc moi j'adore la pub et on a un département dans ma boîte pub, on a fait une centaine de pubs effectivement à Axe, on a bossé avec des très grandes marques, on avait de la chance, on faisait souvent des petites pubs comment on appelle ça, on a souvent fait des petites pubs où il n'y avait pas de budget. On nous disait tiens salut, j'ai une queue de budget, on a tel message à faire passer, et c'est des exercices que j'adore parce que
parce que encore une fois, c'est le même métier que faire des films, c'est les mêmes caméras, c'est les mêmes équipes, entre guillemets, c'est le même métier. Et j'adore parce qu'on prépare pendant une semaine, on tourne pendant un jour ou deux, et puis la post-prod se fait en une semaine et c'est fini. Je trouve ça super. C'est concret, rapide. Et du coup, qu'est-ce qui t'a dit? Enfin, j'imagine que tu avais toujours un peu ça en tête de faire du cinéma, mais à quel moment tu te dis, bon là c'est bon, c'est le bon moment? Alors effectivement, depuis tout petit, alors ça paraît très banal de dire ça, mais depuis tout petit, comme je vous disais, j'ai réalisé, j'ai retrouvé d'ailleurs des premiers films que je faisais à 15 ans avec des mannequins en plastique que je balançais par la fenêtre dans des scènes d'action et tout. C'était très drôle. Mais du coup, en fait, j'ai compris que c'était que le cinéma, il y avait vraiment des codes à respecter, ne serait-ce que par exemple dans l'écriture, il y a vraiment j'ai compris que ça ne va rien d'essayer de réinventer la roue. Ouais. C'est-à-dire que, en gros, des films, il y a des règles, il y a en tout cas, si on veut toucher le maximum de gens, émotionnellement, etc., il y a des règles à respecter, et que j'essaye d'appliquer. Ouais. Mais il faut les connaître, ça passe par des stages, des lectures, moi j'ai fait des stages d'écriture, je m'en suis bouffé plein, des Robert McKee, je me suis bouffé tout ce qui était possible, exactement, d'essayer de comprendre comment on écrivait un film, par le fond, mais par la forme aussi, parce que souvent des gens, moi je reçois plein de scripts, l'histoire est super, mais en fait quand tu le reçois, tu te dis il y a pas les codes, y a pas les codes de narration, tu te dis tiens, mais là c'est détaillé, c'est très détaillé, mais on le verra pas à l'image, donc en fait ça sert à rien de le dire. Enfin, écrire un script, c'est particulier. Surtout les Français, on a du mal parce que nous, les Français, on vient d'un pays où la littérature et tout, donc on écrit, on brode, on écrit énormément, etc. On fait des scripts de 120 pages, mais on a aussi de très très bons scénaristes en France. Voilà. Bon, je sais pas si j'ai été un peu. Non, mais du coup, le message derrière, c'est qu'il faut quand même être formé et connaître. Enfin, on peut pas arriver et se dire je vais faire du cinéma comme ça. En fait, la chance qu'il y a que moi j'avais pas à l'époque, c'est les téléphones portables. Aujourd'hui, avec un téléphone portable et un petit logiciel, on peut faire un film. Ouais, c'est vrai, mais... Et en gros, j'invite tout le monde à essayer parce qu'en fait, capter une image, que ce soit et d'ailleurs les téléphones portables ont une meilleure qualité que ce que moi j'avais à l'époque, mais là en plus c'est facile, on fait rec, pause, puis ça va directement dans l'appli, on monte. Moi avant je tournais avec des petites cassettes, la petite caméra que j'avais, c'était des petites cassettes, des bandes, et puis il fallait tourner, puis après il fallait prendre les bandes, les mettre dans enfin c'était compliqué. Là avec un téléphone portable aujourd'hui, presque tout le monde Mais du coup, est-ce que parce que maintenant aujourd'hui, en fait avant on pouvait pas se permettre de trop faire d'erreurs, donc peut-être qu'effectivement toi quand tu dis il faut que j'apprenne les codes, etc. C'est parce que tu te dis, j'aurais pas beaucoup d'opportunités, donc il faut que ce soit parfait du premier coup. Est-ce que le fait maintenant n'importe qui puisse en gros faire un film, est-ce que ça veut pas dire que les gens vont se lancer dedans sans forcément justement apprendre tous ces codes? Parce qu'effectivement aujourd'hui, il y a des règles. C'est vrai que tu peux faire un film avec un iPhone, mais en fait, bon, c'est quand même un métier, une industrie. Il y a quand même beaucoup de postes. Ce que je veux dire en fait, c'est de raconter une histoire. C'est vrai qu'on pourrait raconter la même histoire avec un iPhone, mais et t'as Christopher Nolan qui va dépenser des dizaines de millions de dollars pour faire un film. En fait, c'est l'histoire qu'on raconte. En fait, si vous avez une histoire en tête, aujourd'hui, vous avez les moyens de la réaliser. Ça, c'est une histoire qui se passe dans l'espace avec des mutants, donc c'est toujours un peu compliqué. Mais si vous avez une histoire à raconter en tête, un truc que vous voulez faire, ça passe par l'écriture. C'est la base. J'ai très vite compris ça grâce à la pub, parce qu'avec la pub, on n'a pas le droit de perdre du temps. Donc en fait, et dans les scénarios, dans les histoires que j'essaie, dans les scripts que j'essaye de raconter, j'essaye d'être le plus efficace possible. J'ai lu énormément de scripts de gens avec qui je bossais aux États-Unis. Et ils ont une méthodologie souvent en France. Alors ça change, ça commence à changer heureusement, mais souvent aux États-Unis c'est un métier d'être scénariste. En France c'est un hobby ou un statut Facebook. Et il y a très peu de vrais scénaristes qui se réveillent le matin et qui se disent allez banco, je vais écrire sur une page blanche. Et souvent les gens écrivent quand ils ont plus d'autres. Ça arrive. Hein. Enfin, il y a de très très bons scénaristes en France, mais il y en a beaucoup qui écrivent après avoir passé leur journée de travail.
et qui le prennent comme un hobby, mais en fait c'est un vrai métier technique et qui est la base. Je trouve même d'ailleurs que les scénaristes en France sont sous-payés. Ouais, je pense qu'il y a un problème aussi au niveau du système, c'est que effectivement le statut de scénariste, il est pas aussi. Oui. C'est pas. Et à côté, on a un meilleur statut de droit d'auteur que les Américains. Ils n'ont pas le même statut. Enfin, le scénario, c'est la base. Donc en fait, moi, j'ai très compris qu'il fallait écrire, et écrire, c'est réécrire, comme on dit souvent. Donc j'écris, je réécris, j'écris, je réécris, je lis à voix haute ce que j'écris. Mais une fois qu'on a une histoire et qu'on a fabriqué cette histoire sur le papier, c'est magique de l'avoir prendre forme. Ouais. Donc là, à ce moment-là, est-ce que tu avais écrit des scénarios depuis longtemps ou Oui, j'avais plein d'histoires. Et en fait, ces histoires-là qui n'ont jamais vu le jour, c'était vraiment comme si c'était des brouillons de travail, parce qu'en fait, ça m'apporte une technique. Je vais plus à l'essentiel, mais le nombre de scripts que j'ai chez moi, que j'ai écrit quand j'avais 18, 20, 22, 24, 26, et aujourd'hui, justement... aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir me dire tiens, je pourrais essayer de développer tel film et tout que j'ai écrit quand j'avais 22 ans et tout. Et je me rends compte que c'était pas terrible. En fait, il y a un truc que je conseille à tous les scénaristes, c'est d'écrire leur script, ensuite de le réécrire, et puis ensuite de le réécrire, et ensuite de le réécrire. Et une fois qu'ils ont fait ça, ils le réécrivent. Parce qu'en fait, ils vont se rendre compte que la première version, au final, elle n'était pas si terrible que ça. Ouais. Mais en France, on a souvent tendance à envoyer des V1. Donc, écrire, c'est réécrire. Ok, donc là, tu viens de finir en fait ton premier long métrage. Enfin, finir. Tu as fini de tourner, il est en post-prod. Là, en tant que réalisateur, ouais. En tant que réalisateur. Un film qui s'appelle Connecté. Et ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai fait un court métrage qui s'appelle Talk, qui fait 25 minutes, avec Vanessa Guide, qui jouait dans Aladdin, qui est super, Tom Hudson, qui est super acteur, Paul Spera, qui a joué dans Versailles. Et en fait, on a fait ce film qui a eu un grand succès. On a vraiment eu beaucoup de chance. On a eu plus de 51 awards dans le monde, le Beverly Hills Film Festival. On a eu vraiment un écho super grâce à ce film. Je devais tourner la version longue cet été, et avec la pandémie, tout est à l'arrêt. Ouais. On a essayé de trouver une astuce, de se dire qu'est-ce que je peux faire pour retrouver mes équipes avec qui je travaille et tout ça. Et en fait, je faisais un vidéo call avec des potes, et j'ai vu 2 potes qui se sont engueulés pendant le vidéo call. Genre, mais pourquoi toi t'as pas fait ça? Mais moi j'ai fait ça. Mais non, et en fait, je me suis retrouvé dans un vidéo call où ça partait en vrille. Ce qui devait être un apéro virtuel très sympa est parti en vrille. Je me suis dit, mais il y a une histoire fantastique à raconter. On a tous vécu des apéros virtuels, et surtout, ça répond. Moi, en tant que producteur, je me considère avant tout en tant que producteur. Quand j'écris un script, je pense à la production que je vais faire derrière. J'écris pas un truc avec des hélicoptères si j'en ai pas le budget. Et je me suis dit, il faut que je trouve une technique pour pouvoir tourner très vite en toute sécurité. Dans les conditions actuelles. Et on était, je pense, l'un des premiers films à se tourner, si ce n'est le premier. Il y a eu plein de films qui se sont finis, mais nous, en tout cas, on était le premier à redémarrer et à finir. Enfin, à démarrer et à finir, from day one jusqu'à la fin. Dès qu'ils ont dit vous pouvez retourner, on était déjà en prep, et on a pu tourner là. Juin, un film qu'on a tourné en 8 jours et demi. D'habitude, un film c'est 8 semaines, sur donc l'histoire d'une bande d'amis qui se retrouve à un apéro virtuel, et il y en a un qui se fait kidnapper en direct, et ça part en vrille totale, où on va découvrir que cette bande d'amis qui étaient soi-disant les amis les meilleurs du monde et tout, sont en fait des pires crevures entre eux. Donc c'est un espèce de thriller comédie, avec ce que j'espère être un page turner, comme on dit, c'est-à-dire un script qu'on a envie de voir la suite. Donc bon. Et donc avec Stéphane de Groot, j'ai un casting qui est incroyable. On a une chance formidable, qui je pense qu'ils sont venus sur la base du script parce qu'ils avaient envie de rigoler et tout, et sur la base de l'expérience, parce que on leur promettait de tourner un film en très peu de jours. On a Audrey Fleurot, Stéphane de Groot, Nadia Fares, François-Xavier de Maison, Michael Youn, Vanessa Guide, Pascal Demelon qui est incroyable, Claudia Tagbo. Ils ont tous en plus une partition qui est parfaite pour eux, non, vraiment j'ai eu une chance incroyable. Qu'est-ce qui fait que tu as pu tourner en 8 jours On a créé un système, on a créé un truc, c'est comme on raconte des gens qui font un apéro virtuel, on a fabriqué un système qui permettait, en fait j'ai tourné chaque comédien
dans son univers. On a fabriqué des décors à Brie-sur-Marne, dans les studios de Brie-sur-Marne. Et on a fabriqué le décor de tel personnage, le décor de tel personnage. Lui, il est chez lui, lui, il est dans sa cave, lui, il est dans son truc. Et on était focus sur un personnage. D'habitude, quand on tourne un film, on tourne avec plusieurs caméras, éventuellement une caméra. Tarantino, il tourne avec une caméra. Donc, du coup, il met sa caméra, il filme un personnage. Et ensuite, il switch the world, il switch le personnage avec qui il parle. Donc, il fait le contre-champ. Et puis, il va faire un plan large, il va faire des plans. Et puis, il va appeler. On va tirer la même scène. La même scène, il va la faire 10 fois. Nous, on a un avantage, c'est qu'on raconte des gens qui se filment en face ou alors avec leur portable et tout. Donc, en fait, on n'a qu'une prise, on n'a qu'un axe. Donc, en fait, c'était un confort absolu en tant que réalisateur, puisque je n'avais qu'un seul objectif, c'était diriger les acteurs. Puisqu'en fait, le cadre, il a été posé. À aucun moment. À part le il n'y a pas de mise en scène autre que celle des acteurs. Okay. Il y avait une mise en scène parce qu'il y a des trucs qui se passent, il y a des scènes d'action et tout ça, mais il y a pas de, il y a pas de comment la complexité d'un vrai film découpé. Storyboardé avec des chants, des contre-chants, des plans drone et voilà, des travelling. T'as un budget de combien? T'as eu un budget de combien là-dessus? Alors on est parti sur un coup de folie, c'est que je vais taire le budget, mais on a financé tout seul le film sans aucun pas d'aide du CNC. Pas l'aide du CNC parce que c'était trop. Alors on va avoir une aide peut-être du développement, mais en fait c'était on n'avait pas de chaîne, on n'a pas de chaîne, les CNC, pas de diffuseur pour l'instant, on n'a pas de plateforme pour l'instant, parce qu'on s'est dit on a une histoire. On a un casting de rêve et on a le budget pour le faire. Donc en fait, on n'avait pas de raison pour l'instant. On a fonctionné comme un studio de cinéma, comme les studios américains qui financent tout de A à Z. Et qui après, on va aller essayer de trouver le meilleur vecteur, le meilleur média pour diffuser ce film. Après, tu pourras toujours le diffuser sur Ocast, hein, tu sais. Voilà, bien évidemment, c'est gentil. Je pourrais toujours le mais... diffuser sur Ocast. Exactement. Voilà. Non, mais c'est peut-être en fait au final la finalité d'un truc comme ça. Ça devient une alternative. Ça devient une alternative, bien sûr. Complètement. Ouais. Ah mais enfin, tu sais, en vrai, c'est ce serait un peu risqué quand même mais il faudrait peut-être prendre des risques comme ça. Mais en gros, la réalité, c'est que c'est quand on fait aujourd'hui, on aura un film avec un casting qui est exceptionnel, avec j'espère une histoire qui sera haletante. Il faut qu'on trouve le bon média. Est-ce que c'est une plateforme? Est-ce que c'est en salle? Est-ce que c'est... On ne sait pas encore. Est-ce que ça peut être tout, hein? Enfin, après, ça peut être une succession. Ouais, bien sûr. Je crois que c'est Harry Roselma qui avait fait un film comme ça, qui a tout sur, bien sûr, j'aime beaucoup sur son site. Exactement. Moi, je pense que c'est un agrégat de tout ça. C'est-à-dire qu'il faut trouver un modèle où ça s'embrique bien. Après, il faut surtout trouver l'endroit où les gens sont. C'est-à-dire que clairement, en fait, le problème, c'est pas forcément aussi le vecteur, mais c'est peut-être aussi de trouver le média. Je vois, il y a un film qui s'appelle Balle perdue qui était sur Netflix, qui a fait 37 millions d'utilisateurs. Je sais pas si c'est de vues, mais d'utilisateurs. Il y a 37 millions de personnes qui ont cliqué sur le film grâce à l'international, etc. Ça, c'est grâce au fait que c'est Netflix. Je veux dire, le film, il aurait été ailleurs, ça aurait peut-être pas fait le même carton. Bien sûr. Mais les gens sont là, ils allument leur Netflix par réflexe ou leur Amazon ou leur. Donc nous, faut qu'on trouve le bon vecteur pour ce film-là. Et j'espère le trouver. En tout cas, pour l'instant, on est en post-prod. On a vécu un rêve de pouvoir le tourner. On était libre. C'était super. Non, mais moi, je trouve ça top parce que c'est des nouveaux modèles. Je trouve ça génial de pouvoir se dire, on a une idée, on le fait. Ouais, on n'attend pas parce que. on aurait mis 6 mois à le faire. nous disent oui ou que le CNC nous dise OK. On a mis un mois, tout compris, entre la prep, le tournage et là la post-prod, ça va prendre un mois. Enfin, en tout, on a gagné 6 à 8 mois. Après, c'est un risque financier, mais on le prend. Comme toute start-up qui se monte. Surtout, en vrai, je me suis pas dit combien j'espère gagner. En tant qu'investisseur dans ce film, t'attends rien. Je me suis surtout dit combien je suis prêt à perdre. Ouais. Et en fait, quand je me suis dit combien je suis prêt à perdre, je me suis dit ça correspond à quel budget, et avec ce budget-là, je vais faire un film. L'objectif derrière pour toi, c'est que ce soit le plus vu possible, j'imagine. Oui, parce qu'en fait, je pense que l'histoire, elle est grand public, populaire. On a un casting qui est exceptionnel. Il faut que le film trouve son meilleur vecteur, médium. Je crois que chaque film a son média. Je suis pas certain que ce soit en salle parce qu'en fait mon film raconte des gens qui sont chez eux. C'est du digital. C'est du digital. Donc en fait, je pense que clairement l'idéal ce serait une plateforme ou une grande chaîne. Il faut que ce soit un événement. Donc on espère. On croise les doigts et puis on va suivre ça de près. En tout cas, c'est un super projet. Alors, on va passer à la dernière partie qui est un peu plus courte sur justement le cinéma et
moi, je me pose un peu la question sur le cinéma, justement. Là, on est en plein dedans. C'est est-ce que on doit réinventer un peu la forme, parce que tu parlais beaucoup du scénario, des codes. Est-ce qu'il faut pas réinventer la forme pour plaire justement aux jeunes qui aujourd'hui vont plus au cinéma puisqu'ils vont sur YouTube ou sur Netflix, pour avoir des contenus, je sais pas, peut-être plus feuilletonnants, par exemple, qui correspondent plus à ce qu'ils vont. Mais il y a des. Toi, tu vois, quand tu fais quelque chose autour du live, des apéros. T'es plus dans l'usage que les gens. Oui, c'est une réponse moderne. En fait, je crois que. Je crois pas aux films découpés en 10 parties parce que par exemple, il y a un site américain qui s'appelle Quibi, là, ouais, ça a pas marché. Et ça marche pas du tout. Ils ont levé 1 milliard, ça marche pas. Pourtant, c'est un mec extrêmement doué derrière, Katzenberg, qui est très fort. Mais ça prouve que en fait le modèle et ça avait déjà été tenté en France avec oui, il y avait eu comment ça s'appelle, Black Peas et puis Studio Plus. Et nous on avait une série en développement chez Studio Plus, etc. Mais c'est un modèle qui est compliqué, surtout quand tu as Netflix et que tu peux manger des séries, des films avec les plus grandes stars du monde. C'est compliqué. Moi je crois qu'en fait les gens trouvent le temps, au contraire ils ont besoin. Les gens j'ai du mal à me projeter. Déjà, en fait, la stratégie du 10x10, par exemple, c'était de se dire, les gens, ils sont dans le métro le matin, ils ont 10 minutes de trajet, ils vont regarder 10 minutes d'un épisode, et puis demain, quand ils reviennent le soir, ils regardent 10 minutes d'un autre et tout. Je pense qu'en fait, le problème, c'est que le matin, on est en concurrence avec tout, avec le téléphone, avec les jeux sur téléphone, avec l'info. Les gens, le matin, ils ont envie de regarder de l'info. Donc, en fait, ce système-là, effectivement, c'était super de se dire, on va créer un nouveau modèle de 10x10 et ça, mais en fait, tu rentrais en pleine concurrence avec ton téléphone portable, Instagram, tu es en concurrence avec Facebook, tu es en concurrence avec tous ces trucs-là, et je crois que c'est trop, la guerre est perdue d'avance. En revanche, je pense que les gens se prennent le temps parce qu'ils en ont besoin de regarder des contenus. Là, on voit Divorce Club de Michael Youn, que j'aime beaucoup. Et je trouve qu'en fait les gens vont voir le film parce qu'ils ont envie de se détendre et même si il y a le risque et la pandémie et le truc et tout, les gens vont au cinéma pour aller voir Divorce Club parce qu'ils ont envie de rigoler et que ça a l'air bien. Donc en fait je crois vachement au cinéma. J'y crois tellement que je monte un cinéma. J'ai en fait à 1 heure de Paris à Millet-Forêt avec 2 copains, on a ce projet fou depuis quelques années de monter un cinéma avec David Enochberg, Franck Lombard, Platé et aussi Mathias Weber. On monte un cinéma qui s'appelle Cinelines, qui est un 5 salles. Donc en fait on croit au cinéma puisqu'en fait on croit à la salle, sinon on partirait pas dans ce projet-là et a priori il devrait ouvrir dans 1 an. On a fait les signatures, ça a été annoncé, donc on est très heureux, très excités. C'est un projet fantastique qui est poussé par la CC2V en Ile-de-France là et qui en fait est une réponse aussi parce que même s'il y a tout ce qu'on est en train de vivre dans ce monde très spécial, moi je crois que les gens ont besoin de sortir. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'effectivement, le ciné n'est pas mort et ne sera jamais mort. Mais je pense que par contre, ce qu'il faudra peut-être adapter, faudra évidemment innover. Mais ce que je pense qu'effectivement, le point important du ciné, c'est le côté événementiel, le côté sortie, qu'il va falloir peut-être un peu pousser. C'est-à-dire le côté show, sensation, je sais pas. Oui, en 4D ou bien sûr. Ouais, alors après. Trucs, mais pas forcément la 4D, mais tu vois, faire ça autour, comme tu dis, c'est de la sortie. C'est la sortie. Il faut vendre ça comme de la sortie. Tu sais, les gens, en fait, ils sont chez eux, ils n'ont pas forcément envie de recevoir telle ou telle personne chez eux pour aller voir un film. C'est un échange, c'est un partage. Et puis, en vrai, quand tu es chez toi et que tu regardes un film comique, c'est pas la même chose que d'être avec 60 personnes autour de toi qui rigolent. Et c'est pas la même expérience, quoi. Le cinéma. Et après, moi, je pense qu'en fait, les deux sont pas antinomiques et les deux peuvent vivre ensemble. Moi, j'adore regarder un film de Christopher Nolan chez moi dans mon home cinéma. Et j'adore le regarder en IMAX. Et c'est pas du tout le même délire. Par contre, quand je suis chez moi, je suis en chaussettes avec des petites tomates cerises, mais en vrai, c'est pas la même. Et je pense que les deux sont deux trucs qui, au contraire, se complètent. Ok, et une autre petite question là qui est plus en termes de réalisation justement, puisqu'on en a parlé tout à l'heure aussi. C'est vrai que par rapport à il y a 10 ans, la technologie des machines pour prendre les images, etc., elle a beaucoup évolué. Là, tu vois, on peut même se dire qu'à un moment donné, on parlait des scénarios. On peut se dire qu'à un moment donné, il y a des intelligences artificielles qui vont écrire des scénarios parce qu'on va leur rentrer des trucs. J'y crois pas trop à ça. Ouais, que en gros, la technologie va faire en sorte que ce sera plus simple
pour cadrer, mais qu'est-ce qui va rester en fait au réalisateur c'est le scénario et c'est quoi? C'est la créativité. Si tu regardes, si tu compares déjà ce qu'on fait aujourd'hui, juste ne serait-ce qu'aujourd'hui avant de parler de demain, et ce qu'on faisait il y a 100 ans, en fait en 1920 quand on tournait des films, déjà ils étaient beaucoup plus courts, ils étaient en noir et blanc, il n'y avait pas de son, il y avait des... Donc, en fait, je pense que c'est l'histoire qui va s'adapter à la technologie et pas trop la technologie qui va s'adapter à l'histoire, dans le sens où en fait, j'ai l'impression qu'en fait on va se servir de ces trucs-là pour raconter, je veux dire, Avatar aurait été impossible il y a 30 ans. Exact. Donc on va raconter de nouvelles histoires grâce à la technologie. Donc on va adapter nos envies de raconter des histoires qu'on n'aurait pas pu raconter avant. Et de faire naître des trucs aussi dans des budgets différents. La vraie complexité, je trouve, c'est de ensuite... il y a un gros débat sur ça, sur qu'est-ce qui va être vrai, qu'est-ce qui va pas être vrai à l'image, parce qu'en fait aujourd'hui c'est impossible de savoir, par exemple quand Tom Cruise il est sur une moto, c'est impossible de savoir si c'est lui ou si c'est son double numérique. Quand il y a une cascade, c'est sûr que c'est pas lui, mais je veux dire tu peux pas quand t'as une cascade de voiture dans Fast and Furious, t'en as plein qui sont vrais, mais il suffit de regarder l'intro de Deadpool, le film avec Ryan Reynolds, le 1 ou le 2. Le 1, il y a rien qui est vrai. Dans l'intro de Deadpool, c'est que de la 3D et que du CGI. C'est-à-dire qu'en fait, le truc où la voiture elle explose sur l'autoroute et tout ça, c'est une fausse autoroute, c'est une fausse voiture, c'est une fausse moto, c'est une fausse. C'est un film d'animation. C'est un film d'animation et en fait, c'est tellement bien fait que tu vas pas une seule seconde. Gravity, ils ont pris que les visages des. Tu vois, ils ont tourné. En fait, t'as souvent et ils ont incrusté les visages dans les cosmonautes, tu vois, les astronautes. Ils les ont. Enfin, quand ils sont dans l'espace, c'est quand ils sont à l'extérieur. En gros, la technologie permet des trucs de fou. Et le vrai danger, c'est de se dire, tu vois, sur est-ce qu'on va se rendre compte de ce qui est vrai, ce qui est faux sur certains acteurs, on l'a vu avec les débuts là, The Irishman, tu vois, c'était pas magnifiquement bien fait, mais après. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit merde, qu'est-ce qui va être vrai, qu'est-ce qui va être faux, est-ce que cet acteur-là qui marche dans le champ, en fait il a jamais été dans ce champ et tout, mais ça commence à être déjà le cas, mais dans les années qui arrivent, on fera peut-être tous les films sur fond bleu, mais après au fond, c'est l'émotion que tu ressens en regardant. Si tu commences à te dire, est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ça c'est faux, quand tu regardes un film, ça gâche un peu l'expérience. Tu t'as oublié que tu es en train de regarder un film et donc du coup c'est que c'est mal fait. Par contre, si tu regardes, moi quand je regarde Inception, à aucun moment je me dis est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ça c'est faux, surtout que Nolan il est particulier dans sa réal parce que il utilise vachement de réel, tu vois, dans Tenet là par exemple, son prochain long métrage, il a envie de faire exploser un avion. Il a vraiment fait exploser un avion. Il aurait pu prendre une. Ça lui a coûté moins cher, non ? C'est sûr, mais en fait, je sais pas, c'est old school. Il a pris un vrai avion qu'il a fait rentrer dans. Donc l'authenticité, ce sera peut-être une clé. Mais je crois que par contre, l'authenticité a du souci à se faire avec les capacités technologiques et ce que les génies de l'informatique là sont en train d'inventer. Mais je suis pas trop inquiet. Ouais, on a un peu de marge. On a un peu de marge. Super. Écoute, on passe sur les questions de la fin. Quel média toi tu consommes au quotidien ? Je regarde beaucoup les infos. Donc la télé traditionnelle, les chaînes d'infos. Mais en vrai, sinon, j'essaye de regarder énormément de séries. Je suis un fan de séries, donc je sais pas si on peut considérer ça un média. Non, mais du coup, tu les regardes sur la télé, les télé, plateformes. Ouais. Et après, j'avoue que je n'écoute plus trop la radio. C'est ce que j'allais te demander. Ouais, j'écoute plus trop la radio. C'est très bizarre parce que pour en avoir fait pendant 15 ans, et après, avec le recul, je me dis que je m'écoutais déjà pas beaucoup. J'écoutais pas beaucoup. Mais non, mais c'est un média que malheureusement, j'écoute de moins en moins. Parce qu'en fait, on est remplacé dans nos téléphones. Il y a des applications, sans les citer, qui nous permettent d'écouter la musique qu'on veut, quand on veut. Et en fait, je suis étonné du modèle radio musical qui marche encore, quand aujourd'hui, en fait, un jeune peut écouter la musique qu'il veut quand il veut. Alors, et que surtout, c'est peut-être la discoverabilité, c'est-à-dire qu'on va
pousser le hit de l'été. Ouais. Oui, mais en fait, ça, tu l'as, en fait, même sur les applis, ils te disent les nouveautés. T'as plus depuis, t'es sur les chaînes, t'es sur Internet, tu sais ce qui marche, sur Instagram, tu sais la nouveauté du truc et tout, tu sais que tel artiste, donc, je suis étonné encore que les chaînes musicales, radio fonctionnent à ce point, quoi. Mais tant mieux, tant mieux. On leur souhaite longue vie, mais c'est vrai que ça va devenir compliqué. Sur les aspects donc là on l'a vu, hein, tu nous confirmes, mais tu as beaucoup de projets en parallèle, tu lances plein de projets en même temps. Comment tu as un bureau aux États-Unis, un bureau en France, comment tu t'organises dans ton quotidien, et est-ce que tu as des outils pour t'aider un peu à être plus productif, plus créatif? Il y a un truc que je sais pas si ça peut servir, il y a un truc que je fais, et je me sers de mes mails comme une to-do list. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ouvre mes mails le matin, j'ai déjà fait le tri la veille sur c'est-à-dire qu'en fait tous les soirs je me fais un espèce de tri dans mes mails pour ne rien rater, parce qu'en fait on peut très vite être submergé et être noyé dans 40 mails. Alors quand je suis en tournage pendant 10 jours, souvent j'ai du mal à faire cet exercice là, mais sinon tous les soirs j'ouvre mes mails et même c'est un boulot au quotidien, et je trie tous mes mails non-stop. Je reçois un mail, une heure après quand je le lis, tout de suite quand je lis ce mail, je le classe soit dans les trucs à faire, soit dans les dossiers de tel dossier cinéma, soit dans le dossier juridique, soit dans le dossier... Et en fait, ça me permet, quand j'arrive devant mon mail, de savoir ce qu'il me reste à faire. Et en gros, et j'ai un seul mail qui est ma to-do list urgente. Donc en fait, en gros, j'ai un mail où j'ai la liste à l'intérieur, je me note de ce que j'ai à faire. Mais sinon, je reçois un mail de quelqu'un, soit j'y réponds tout de suite, et du coup ensuite ça part dans le classement, soit je le mets dans répondre un peu plus tard parce que j'ai pas le temps, ou parce que j'ai pas la réponse, mais en gros j'essaye tous les soirs d'être clean, parce que je pense que c'est comme dans un appart ou comme chez soi, clean house, clean mind. Ouais. Il y a un proverbe qui dit clean house, clean mind, et moi c'est clean mail, clean mind. Ouais. J'ai pas envie de me dire oh là j'ai 400 mails, c'est le meilleur moyen de tout rater, de passer à côté d'une réponse, d'un truc sans le vouloir. Il se passe tellement de trucs dans nos têtes. Ok, j'espère que ça aide. Ça aidera peut-être. Bon petit tips, effectivement. Est-ce que tu as un mentor, ou je sais pas, une personnalité que tu considères comme un mentor, que tu l'aies rencontré ou pas d'ailleurs? Non, artistiquement, je suis un fan absolu de Christopher Nolan. Ouais. Je l'ai beaucoup cité dans cette interview, mais j'ai aussi je suis un fan réalisateur absolu, préféré, donc tu vois. Parce qu'il a une manière de raconter des histoires par son parcours, par sa classe, son élégance. Le mec, il réalise en costume quand même. C'est-à-dire que chaque fois qu'il réalise, il a un costume 3 pièces. Mais au-delà de ça, il a une, tu vois, c'est un réalisateur qui est dans la douceur, il a une vision qui est exceptionnelle, et donc sa méthode de travail, je trouve que, et surtout il produit, il réalise, il écrit, c'est mon rêve absolu, quoi. Et moi, ce que j'aime particulièrement chez lui, c'est que j'ai l'impression qu'il est en constante recherche d'innovation, que ce soit dans le scénario, dans la réal, et que en fait chaque fois qu'il va faire un film, il va apporter quelque chose, en fait. Il va bouleverser un peu le... Mais en plus, et ce que j'aime, c'est que tu vois, Inception, ça a mis 10 ans à se monter. Et pourtant, avant, il avait fait Memento, il avait fait des tonnes de films et tout. Et donc, en fait, lui aussi, ça faisait partie de ses leçons, quand j'ai lu tous les trucs sur lui et tout, qui me donne espoir sur le fait de se dire, ce projet-là, c'est pas le moment, il se fera plus tard. Mais en tout cas, non, sa maîtrise, la maîtrise de son art est exceptionnelle. Mais encore une fois, il s'entoure des meilleurs chefs-op, les meilleurs. Il est très fort. Il est très fort. Et parfait, la dernière question. Donc, tu as déjà donné pas mal de conseils, hein, c'était vraiment super enrichissant. Mais voilà, pour ceux qui écoutent le podcast et qui ont des projets, pas forcément ciné d'ailleurs, ou pas forcément prod, mais voilà, des projets autour des médias, c'est quoi? Est-ce que tu auras un nouveau conseil à donner, ou s'entourer des meilleurs, essayer de convaincre ceux qu'on considère les meilleurs, parce que des fois, donc savoir convaincre les gens de venir sur un projet. Un projet, c'est un bateau. Donc en fait, par exemple, le film que je viens de faire, Connecté, c'est comme un bateau qu'on construit, et on dit salut, j'ai besoin de quelqu'un pour avoir la voile. Tiens, toi, tu sais vraiment bien monter la voile, t'es le meilleur, je t'en prie, viens, je vais t'expliquer pourquoi mon bateau, parce que mon bateau, il va aller dans tel port, et ça va être fantastique, et on va vraiment se marrer pendant toute la traversée, quoi.
quoi. Donc est-ce que j'ai besoin de toi? Puis après j'ai besoin d'un mec en coulisses pour faire tel truc dans les cales du bateau. Tu sais que t'es le meilleur pour ça. Viens nous aider. Donc en fait c'est convaincre chaque poste pour que ce bateau il démarre. Sinon t'es tout seul sur ton port et ton bateau il démarre pas. Mais une fois que t'as réuni les gens que t'aimais et que parce que la vie est trop courte, faut quand même réunir les gens qui t'as envie d'être sur ce bateau et qui part en mer et que tu traverses une mer soit calme, des fois agitée. Moi de toutes mes productions, je sais que chaque production est un nuage de merde à traverser avec des surprises à chaque fois, des trucs improbables. Des jours on se fait voler des caméras, un autre jour il y a un accident de voiture, un autre jour il se passe des trucs incroyables et c'est pour ça que tu as intérêt d'être avec la meilleure équipe. Et après sinon le deuxième conseil c'est d'essayer de rencontrer les gens parce qu'en fait en général les gens sont bienveillants et te reçoivent. Alors c'est vrai qu'en France on n'a pas ce réflexe là. Mais en général, avec un peu de force, on arrive à rencontrer tous les gens. Et les Américains, ils appellent ça « How you good in a room ». Donc, c'est comment t'es bon dans la pièce quand tu vas aller voir les personnes que tu as envie d'aller voir. Et c'est quand tu vas rencontrer quelqu'un, d'essayer les 10 minutes que tu vas avoir avec cette personne, d'essayer de te vendre le mieux. Mais je suis d'accord, on parlait tout à l'heure des différences France-États-Unis. Et on dit souvent aux États-Unis, ils sont formés dès qu'ils sont à la maternelle, en fait, à se vendre eux. Ouais, c'est vrai, bien sûr. C'est une question d'éducation. Et ça va avec le fait que les gens te reçoivent plus, etc. Parce que effectivement les pitchs. Et je pense que c'est une bonne, c'est un bon conseil effectivement de se dire rencontrer des gens, faut le faire. Par contre, effectivement, quand t'as l'opportunité, faut pas la rater. Il faut être préparé à se vendre. Il faut savoir se vendre et vendre ses projets. Et pas avoir peur de la rater quand même, parce que même s'il faut pas la rater. En fait, non. Il y a un conseil qu'on m'a donné d'ailleurs que je salue, un mec qui s'appelle Steve Chasman, qui est le manager de Jason Statham et qui en fait j'ai appris un truc avec lui parce que j'avais un projet en développement avec lui. Et en fait, il m'a dit un truc qui me marque maintenant à chaque fois, c'est quand tu vas à un rendez-vous. En fait, à chaque fois, il me posait ça. On a été pitché telle ou telle chaîne, etc. aux États-Unis, en France et tout sur le projet qu'on avait en commun, qu'on n'a plus d'ailleurs, mais qu'on avait en commun à l'époque. Et il me disait qu'est-ce qu'on veut de ce rendez-vous. Et en fait, quand on sort, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait quand on sort de ce rendez-vous? Parce qu'on va aller pitcher, mais qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut signer un contrat? Est-ce qu'on veut juste pitcher et attendre qu'ils reviennent vers nous? Est-ce qu'on veut les convaincre d'une coproduction? What the point? Quel est l'objectif de ce rendez-vous? Qu'est-ce qu'on veut en sortant? Parce que souvent, des fois, on a notre projet, on va pitcher des gens, et en fait, on sait pas ce qu'on veut d'eux. Alors, on sait qu'on veut que les mecs soient embarqués dans le projet. Moi, souvent, avant cette phrase, effectivement, j'allais pitcher, par exemple, une chaîne de télé en disant, tiens, je vais pitcher ça. Mais en fait, je me disais, mais attends, mais oui, je leur pitch un truc, mais qu'est-ce que je veux concrètement? Quel est le budget que je leur demande? Quel est il y a 1000 questions à répondre sous la phrase de qu'est-ce qu'on veut, mais si vous allez à un rendez-vous et que vous allez pitcher quelque chose, essayez de vous dire, quand je passe la porte en sortant de ce rendez-vous, qu'est-ce qu'il faut que j'ai dans la poche avec cette personne? Est-ce que c'est juste une rencontre? Est-ce que c'est un truc où je me dis je veux un contrat? Est-ce que c'est je veux un truc de développement? Une fois que vous savez ce que vous voulez, ça permet encore plus de driver le rendez-vous et de rester focus sur votre projet et sur la raison pour laquelle vous êtes là. Bah écoute, on va retenir ce conseil du manager de Jason Statham, ça fait classe en plus. C'est clair. Bah merci pour tous merci à toi, ces partages. Et puis on souhaite bonne continuation et surtout un bon succès à Connecté. On croise les doigs. Et puis à tous ceux qui écoutent, merci encore. Je reçois de plus en plus de petits messages sur les réseaux sociaux, donc je voulais vous remercier et n'hésitez pas évidemment à me contacter et à contacter Romuald, on va mettre son mail. Exactement. Non, il faut le deviner. Vous le devinez, vous allez sur internet, vous mettez Romuald Boulanger. Voilà, merci Romuald, à très bientôt. Merci Simon, bravo. Ciao. Merci d'avoir écouté. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur vos sites de podcast préférés et surtout de mettre une note, 5 étoiles de préférence, dans la section notes et avis d'Apple Podcast. C'est ce qui m'aide vraiment à faire découvrir We Are All Media. Bien sûr, vous pouvez contribuer aussi en envoyant ce podcast à vos proches. C'est grâce à vous et au bouche à oreille que nous pourrons développer ce format. À la semaine prochaine.